Bonjour Hervé. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu Mhm, gères un portefeuille d'une... J'ai 500 chaînes YouTube en tête mhm, qui ont la particularité d'être sans visage et automatisées. c'est C'est ça. quelque chose, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu et surtout jamais vu à Mhm. cette échelle. Et j'ai vraiment hâte d'en parler avec toi en détail. Eh ben, Avant qu'on avec aille un peu plus plaisir. loin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors bon, bah, je m'appelle Hervé. En effet, je gère tout un réseau de chaînes, pour la plupart maintenant entièrement automatisées. Donc on aura l'occasion d'en parler, mais ça même avant l'arrivée de l'IA, donc avec des prestataires externes. Alors attention, c'est quand même une activité que j'ai commencée en 2012. Dit comme ça, 500 chaînes, ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup. Après, pareil là-dessus, si je rentre un peu dans le détail, sur les 500 chaînes, on publie pas tous les jours. Il y a des chaînes sur lesquelles on n'a pas publié depuis des années. Elles continuent de générer des revenus. C'est ce qu'on appelle un peu les thématiques evergreen. Donc il y en a plein, c'est des thématiques qui s'usent pas en vérité, comment dire, qui vont pas perdre en popularité. Je peux en donner comment faire un nœud de cravate par exemple. Tu vois, ça c'est tous Ok. les jours. Il y a des gens qui cherchent comment faire un nœud de cravate, comment réinstaller Windows, ce genre de choses un petit peu. Donc c'est un peu comme semer des graines et puis après on récolte les fruits sur des années et des années. Et puis à côté il y a quand même des chaînes où on est plus actif. Mais voilà, faut bien comprendre que sur ce panel de chaînes, on ne publie pas partout, tous les jours, sinon ça serait juste pas tenable en réalité. Ensuite, moi, pour en dire un petit peu plus sur ma personne, j'ai donc lancé cette activité en 2012. J'étais étudiant, je ne savais pas trop ce que je faisais, hein, j'avais pas l'ambition d'avoir autant de chaînes. Moi, ça m'a donc permis de m'expatrier. Je suis parti en 2014 en Andorre. Depuis, j'y suis toujours et maintenant j'ai ici une vie de famille, les amis, voilà, on a vraiment recréé un petit peu tout ça. Quoi dire d'autre? Je me suis intéressé à l'immobilier en 2017 parce que pour moi YouTube c'est bien, ça reste quand même 100% du virtuel et j'avais ce besoin un peu d'avoir quelque chose de tangible parce que mine de rien tu fais des actions un petit peu virtuelles, hein. Toi tu fais que tapoter sur un clavier et toucher une souris, il se passe des choses, tu crées des vidéos mais c'est pas palpable, les gens regardent les vidéos pareil, c'est pas vraiment palpable tout ça et ça met des numéros, des chiffres sur un compte bancaire, ce n'est pas non plus très palpable. Donc j'avais un besoin quand même de voir tout ça, de matérialiser. Et donc je me suis intéressé à l'immobilier, d'abord en Andorre, puisque j'y étais, et puis après en France aussi, donc au travers de SCI, de sociétés. Et là je partirais sur des immeubles de rapport. Donc là c'est en 2017. Et puis après, j'ai essayé plusieurs choses, hein. Tout n'a pas fonctionné aussi, parce que on dit que les belles choses qui ont apporté du Oui. résultat, mais j'ai aussi lancé des projets, notamment j'avais investi dans un salon de coiffure, ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu de l'argent. Mais voilà, j'ai toujours aimé faire des choses, en continuant YouTube, bien sûr, à côté. Et puis en fin 2023, donc ça fait maintenant Ok. 2 ans, à peu près, un peu plus, j'ai lancé un accompagnement. Et puis c'est sûrement comme ça, du coup, que tu m'as connu. C'est vrai que je suis sorti un peu de, Exactement. de l'ombre, parce que c'est un business où on est très caché, hein. On est dans notre coin, on fait nos petites chaînes sans visage, où on ne se montre pas, c'est là tout le concept. Et puis j'ai vu des personnes parler de cette activité. Donc j'ai regardé, bien sûr, ça m'intéresse. C'est une activité que je fais depuis plus de 10 ans. Quand des gens en parlent, tu regardes, tu vois. Et puis je me suis rendu compte que c'était des personnes qui avaient parfois juste quelques chaînes, mais vraiment très peu. Et pour certains, ok, ils ont fait ça pendant 6 mois, un an, voilà. Et d'autres, tu peux même avoir des doutes sur le fait qu'ils aient vraiment fait ça en vérité. Donc Oh, je me suis dit, bon, j'aime bien faire des choses, j'aime bien toujours un peu du challenge, tu vois. Est-ce que à mon tour, j'en parlerai pas? Et puis c'est ce que j'ai commencé à faire fin 2023. Et aujourd'hui, ça s'est bien développé parce que la chaîne où j'en parle, elle est à plus de 60 000 abonnés. Et encore une fois, c'est moi qui parle de mon travail. Donc je me doute que ça n'intéresse pas tout le monde, quoi. Voilà. wow. C'est la Chapeau. petite présentation. Ouais. Et comment, si on remonte au tout début, quand tu as commencé en 2012 tes premières chaînes, Oui. Mhm. qu'est-ce que tu es allé faire sur YouTube? Pourquoi tu t'es dit, je vais faire ça? Ouais, c'est une bonne question. J'ai même commencé avant. 2012, c'est le moment où je commence à générer vraiment un peu de revenus. Tu vois, au début, c'est Oui. quelques dizaines d'euros par mois. Et là, il se passe un déclic. Donc, juste avant, pour comprendre, je suis livreur de pizza, j'ai pas mal de temps à perdre. Il y a eu quand même dans ma vie 2 ans et demi où, je sais pas comment on pourrait dire, je dirais même pas que c'est des années sabbatiques. Là, pour le coup, c'était vraiment des années, ouais, je faisais pas grand-chose. C'était post-bac, j'avais arrêté. J'ai aussi changé de ville. En fait, à 19 ans, je quitte Paris, d'où j'étais originaire, et j'arrive à Clermont-Ferrand. Et là, je sais pas trop quoi faire. Donc au début, je fais pas grand-chose et je me lance sur YouTube en vérité. Passionné d'effets spéciaux, de montage photo, vidéo, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, tout ça, j'adore. C'est une époque où c'est mais totalement inconnu.
Et déjà sur le YouTube américain, il y a des gens qui commencent à faire des tutoriels un petit peu. Et je trouve ça trop bien. Moi, je regarde ça. En fait, c'est vraiment là où ça se démocratise un petit peu. Avant, il fallait vraiment travailler pour des studios de production ou autres pour savoir faire des effets spéciaux. Et là, grâce à YouTube, des créateurs aux États-Unis montrent ça. Comment faire, je sais pas moi, exploser une voiture, ce genre de choses. Et je trouve ça trop stylé. Donc, vu que j'ai beaucoup de temps, bah, je me passionne pour ça. Et à mon tour, je lance ma petite chaîne de tutoriels. Donc là, on est plus dans les années 2010, quoi, tu vois. Et je lance une chaîne de tutoriels où j'explique tout ça. Au début, il y a même pas de question de je vais faire de l'argent sur YouTube parce que on gagne pas d'argent sur YouTube à ce moment-là, tu vois. Tout du moins, c'est hyper fermé. Il y avait le YouTube Partner Programme déjà à l'époque, mais t'en entendais quasiment pas parler, tu vois. Et donc, moi, je fais ça par passion. Il y a des gens qui s'abonnent, j'ai des commentaires, c'est chouette. À côté, comme j'ai dit, je livre des pizzas. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon, il faudrait quand même que je fasse quelque chose un peu de plus sérieux, parce que tout ça, pour moi, c'est juste un jeu. Et je rencontre ma femme aussi à ce moment-là, qui, elle, est dans les études. Donc là, ça me donne envie à mon tour de reprendre les études aussi. Et c'est ce que je vais faire. En fait, l'année suivante, je pars à Lyon cette fois-ci, où je vais faire un BTS design graphique. Donc encore une fois, dans le domaine qui me parlait. Et puis c'est bien parce que j'avais beaucoup d'avance. Il y en a plein qui n'avaient jamais touché Photoshop. Moi, je m'amusais déjà sur Photoshop depuis plus d'un an, quoi, tu vois. Et j'avais ma petite chaîne YouTube et tout ça, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, ce qui se passe pendant ces études, j'obtiens la monétisation. Là, pour le coup, ça y est, je suis monétisé. Et alors là, dans ma tête, c'est vraiment le déclic. Parce que j'aime bien dire, c'est comme tous les matins, par exemple, je sais pas, tu te fais couler un café, voilà, tu te fais couler un café, c'est comme ça. Et puis maintenant, je te dis un matin, bah écoute, chaque café que tu te fais couler le matin, bah maintenant c'est 30 € dans ta poche, comme ça. Moi, c'est-à-dire, je faisais des vidéos, je les envoyais sur la plateforme, mais parce que j'aimais bien, tu vois, le partage, l'échange avec les commentaires, les abonnés, tout ça. Et maintenant, je comprends que en faisant la même chose que je fais déjà depuis 1 an et demi, bah là maintenant, je vais être payé pour cette tâche-là. Je me dis, oh, c'est trop bien. À quel moment tu fais un MP4, une vidéo, tu l'envoies et tu reçois de l'argent. Et là, ça fait vraiment un déclic, donc forcément, j'essaye de pousser un peu plus ma chaîne, mais quand même, c'est très niché, ça intéresse vraiment pas tout le monde. À cette époque, ceux qui marchent, c'est les Norman, les Cyprien, les Squeezie. Et moi, j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo où je vais faire des blagues devant la caméra. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je me montrais. Maintenant, je commence à repartager quelques images d'archives un petit peu. Donc, j'avais un petit t-shirt YouTube. Spoiler, je l'avais fait moi-même en plus. Mais j'étais content parce que dans mon école, on nous apprenait aussi à faire des médias imprimés sur t-shirt, etc., de la mise en page. Donc, j'avais fait mon petit t-shirt, j'en étais très fier et je le mettais dans mes vidéos, tu vois. Donc, maintenant, je remonte un petit peu ça. À la limite, je sais pas si tu veux faire du montage ou pas sur ce podcast. Mais bon, au pire, Ouais, je te partagerai un extrait. Tu pourras l'intégrer, c'est drôle. Ouais. Et je faisais participer mes camarades de classe et tout, tu vois, donc c'était assez chouette. Mais je comprends que je vais pas pouvoir vraiment faire de l'argent avec ça parce que c'est trop plafonné, quoi. Il y a pas assez il y a zéro viralité là-dessus, etc. C'est trop niché. Donc c'est là où je tombe en effet sur les chaînes compilation meilleurs moments, les gens qui glissent en hiver, qui tombent, les trucs de foot, etc. Vraiment des thématiques où il n'y a pas besoin de se montrer. Et donc je vais partir là-dessus. Et en effet, avec le principe du fair use, tu peux réutiliser un contenu existant si tu le transformes, si tu l'adaptes. Et donc là, on va commencer à monter des chaînes. Je dis on, parce que je vais donc demander à un camarade de classe de rejoindre cette aventure. Et puis ma compagne aussi qui va sauter là-dedans, dans le train, j'ai envie de dire. Et du coup, 2012, on commence vraiment à lancer des chaînes qu'on automatise de plus en plus. Alors moi, c'est-à-dire, je suis un peu à la tête du truc. Je vois ce qui fonctionne, je supervise un peu ça. Et déjà, ma femme et mon camarade, du coup, sont un peu à la production, quoi. Voilà. Ok. C'est chapeau d'avoir décelé le truc déjà il y a si longtemps. Merci, mais de tout ça. Et j'avais aucune idée véritablement de ce que je faisais, tu vois. J'aime bien un peu, tu avais dû voir le film un peu sur Facebook, tu sais, sur Mark Zuckerberg. J'aimais bien quand il expliquait, le mec s'est pas levé un matin en se disant, tiens, et si je faisais la 5e plus grande entreprise du monde ou le plus gros réseau social du monde, comment je dois faire? Pas du tout. Tu sais, en fait, c'est en faisant des petites choses. Il a commencé par faire un espèce de trombinoscope, je crois, quelque chose comme ça, pour son école. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il y a eu des opportunités, il a vu que ça fonctionnait, etc., etc. C'est un peu la même histoire. Je savais pas trop ce que je faisais. Juste, j'avais l'impression d'avoir trouvé vraiment la mine d'or, tu vois. Et encore une fois, faire des vidéos, même mes camarades de classe, qui du coup étaient un peu plus jeunes que moi, parce que moi j'avais été déscolarisé donc quelques années, mais eux-mêmes, des personnes qui avaient 18-19 ans, un post-bac, comprenaient pas ce que je faisais. C'est-à-dire en cours, on avait le droit à nos ordinateurs, vu qu'on faisait des logos, des vidéos, tout ça. Et moi, je montais mes petites vidéos des fois, dans le dos du prof, tu vois. Et il me disait, mais Hervé, pourquoi tu fais ça?
pourquoi tu mets bout à bout des extraits de football, quoi, tu vois? Et j'étais là, parce que je suis payé. Ils me disaient, mais qui te paye? Tu vois, les gens ne comprenaient pas le Oui. modèle économique. Alors qu'aujourd'hui, on sait tous que sur YouTube, sur TikTok, etc., tu peux faire de l'argent. Mais dis-toi qu'à cette époque-là, même des jeunes de 19 ans ne savaient pas ça, quoi. J'étais vraiment, ouais, pour le Wow. coup, première génération à faire tout ça, quoi. C'est ouf. Et à quel moment tu te dis, parce que là tu débutes, tu te dis il y a une opportunité, à Ouais. quel moment tu te dis, ça y est, c'est ça mon métier et je peux en vivre? À quel moment tu vois la viabilité du projet? Bah alors, dès le début, je sens quand même ça manque de stabilité, tu vois. Tu sais, t'as toujours l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose que tu n'as pas, tu le veux. Et ça, d'ailleurs, je pourrais en parler même dans mon parcours, parce que moi, donc, faut bien comprendre, je suis parti dans un type de contenu où tu n'as pas une véritable audience qui te suit pour qui tu es. Ils te suivent pour ce que tu partages. À l'inverse des Norman, des Cyprien, tout ça, où on va être, entre guillemets, fan, je dis des grosses guillemets, mais on va apprécier le créateur. Moi, ils connaissent pas le créateur. Moi, les gens qui regardent les vidéos de foot que je fais, c'est pour le contenu que je partage véritablement. Et donc, il y a une certaine fragilité. Je dirais, c'est un peu le talon d'Achille peut-être de ce business, de le faire comme ça. C'est que si jamais tu as un gros pépin sur ta chaîne, il n'y a pas grand monde qui va se dire, tiens, il est passé où Football 99 tiré du bas, tu vois. Parce qu'il y a un concurrent qui prend ta place en fait. Parce qu'on est plusieurs à proposer un peu la même chose. Alors que demain, tu as un Michou, c'était arrivé, hein, qui avait perdu sa chaîne là, il y a 2 ans, piratage de chaîne supprimée. Oh mince. Bah, directement, tu as tous les levées de boucliers. Il est où Michou? Sur Twitter, ça parle, etc. Tu vois. Donc forcément, derrière, YouTube réagit très vite, tout ça. Donc après, c'est un écosystème, tu apprends comment est-ce qu'il fonctionne. J'ai découvert les networks. Donc les networks, c'est des espèces d'agences qui ont pour rôle justement de t'aider, comme ça pourrait être un agent pour un artiste, une maison de disques par exemple, tu vois, pour un artiste, ou un agent pour un footballeur. Là, c'est la même chose pour un créateur, et ça existe aussi pour les créateurs sans visage, tu vois. Et donc leur Ouais. rôle, c'est un peu d'assurer en cas de problème, comment est-ce qu'on va pouvoir interagir, remettre vite ça en place avec YouTube, parce que toi, en tant que créateur, tu passes par le support YouTube, quoi, tu vois. Alors que quand tu es avec des networks, justement, eux, ils ont un contact direct avec un manager de chez YouTube, et donc ça va beaucoup plus vite. Et tout ça, tu le découvres, si tu veux. Il n'y a pas vraiment une notice, tu vois, qui va t'expliquer tout ça, encore moins à cette époque où c'est quand même un domaine très très fermé, tu vois. Encore Ouais. une fois, c'est les nombres qui parlent. C'est-à-dire, tu arrives, on ne sait pas quitter, tu commences à montrer les stats de quelques chaînes, on te dit bienvenue dans le network. Tu vois, c'était vraiment ça. Et C'est dis-toi, ouf. j'avais collaboré avec des networks, alors avec beaucoup par la suite, mais au début, j'avais beaucoup collaboré avec un network qui était en Allemagne. Et du coup, il m'avait carrément invité. Vraiment, j'avais l'impression d'être un vrai YouTuber pour le coup, parce qu'on m'avait invité, les petits croissants, le chauffeur privé, on avait fait le tour, on avait été voir le mur de Berlin. C'est la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai été en Allemagne faire une visite comme ça. On avait été voir le YouTube Space, les locaux de Google aussi là-bas. Enfin, en fait, encore une fois, voilà, tu es capable de générer des vues, donc de l'argent, les portes s'ouvrent, et eux, ils ont bien compris le potentiel, parce que pour que les gens comprennent, ces agences prennent un pourcentage de tes revenus. Tout ça, c'est gratuit, mais tu le payes un petit peu quand même, tu vois. Mais derrière, tu es très content quand tu as un problème sur ta chaîne, parce que c'est ce qui m'est arrivé, surtout au début. On ne sait pas trop les règles, on découvre tout ça, comme je dis, il n'y a pas vraiment de notice. Et donc, on fait des choses parfois qui sont pas terribles, mais on le sait pas, tu vois, on se rend pas compte quelle est la limite, et hop, une chaîne supprimée, tu te dis mince, déjà, et c'est là que tu comprends que c'est pas hyper stable en vérité. Donc ta stabilité, tu l'as créée toi-même, et c'est ce que j'ai fait, en n'ayant pas qu'une seule chaîne, mais en ayant plusieurs chaînes. J'ai un peu fait la stratégie de la diversification, tu vois, comme dans l'immobilier, parce que des fois ça parle mieux l'immobilier, entre avoir un appartement par exemple, je sais pas, avec un gros loyer, un truc hyper luxueux, que tu vas louer 4000 euros par mois, tu vois, imagine, ou tu as 10 appartes que tu vas louer 400 euros par mois. Toi, tu choisirais quelle option? Tiens, c'est intéressant. Tu choisirais lequel? Parce qu'il y en a un où tu as moins de gestion, tu vois, t'en as Il y en qu'un, a un où tu as moins de etc. gestion quand même. Mhm, Mais mhm. avec ce que tu dis, je vais aller sur les 400 euros par mois 10 fois. Et ben voilà, parce que si jamais tu as un locataire qui te paye pas, tu as, je sais pas, le ballon d'eau chaude qui pète, tu as un problème, en fait, ça impacte 100% de ce que tu as. Alors que dans l'autre scénario où tu en as 10, quand tu vas avoir un problème avec un locataire, un loyer qui est pas perçu ou autre, ça va impacter un dixième. Tu vois. Et donc, c'est exactement Ouais. cette stratégie que je vais en fait répliquer pendant 10 ans, à toujours avoir de plus en plus de chaînes. Attention quand même, en cette fois-ci respectant très bien les règles de YouTube que j'ai fini par découvrir par moi-même, hein. Et puis surtout en apportant de la qualité. Voilà. Il y a deux gros
deux grosses directions qu'on peut prendre sur YouTube. Je dirais c'est soit on apporte du divertissement, comme beaucoup le font, hein, c'est très bien, ou soit on apporte de la valeur en apportant de l'information. Tu vois, comme je disais au tout début, nœud de cravate, tout ça, tu as énormément de gens qui utilisent YouTube comme un moteur de recherche et qui ont juste en fait des questions. En fait. Ils les tapent et c'est vrai qu'on comprend mieux certaines explications parfois avec une vidéo plutôt qu'avec du texte maintenant. Quand je vois les livres derrière toi, c'est vrai que les jeunes, ça doit leur donner des frissons parce que ça lit beaucoup moins, quoi. Mais c'est un Airbnb, je précise, c'est pas cher. Bon, bah voilà, donc un peu pour expliquer comment on en est arrivé là. Et il y a aussi quelque chose que j'aime bien dire quand on me pose la question, parce que maintenant, que ça fait 2 ans que j'ai l'accompagnement, forcément, j'ai beaucoup plus d'interactions. Tu vois, ça m'ouvre les portes, ça me permet de faire des podcasts avec des personnes comme toi, chose qu'avant était totalement impossible, parce que sur YouTube, t'as vraiment pas d'obligation de dire qui est derrière. Ça je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire, là, tu fais un site web, par exemple, si jamais ton site web vend un service ou quoi que ce soit, qu'on parle d'argent, quoi, je veux dire, t'es obligé d'avoir des mentions légales, toutes ces choses, en fait, qui vont dire qui est derrière le site. C'est ça la question, qui est derrière le site, qui est la société, la personne physique, morale, tout ça. YouTube, rien. Tu peux avoir une chaîne YouTube qui fait 10, 20, 30 000 euros par mois. Dans le à propos de la chaîne, si tu as envie de mettre un mail, 2-3 infos, tu peux, mais tu peux aussi ne rien mettre et tu n'as aucune obligation légale. Donc c'est quand même assez rare des business comme ça qui peuvent vraiment générer beaucoup d'argent sur lesquels tu n'as aucune obligation de dire qui est derrière. Tu vois. Même sur les applications, il faut dire, tu sais, sur les applications, à un moment donné, j'avais fait un peu ça, applications Android, Apple Store, tout ça, et bien du coup, tu es obligé de dire en effet, App Store, tu es obligé de dire en effet quelle société développe cette appli, les informations. Voilà. Sur YouTube, rien du tout. Donc c'est dingue. Et en vérité, pareil, si je rebondis là-dessus, créer une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Là, on peut en créer une en 2 minutes, ça coûte rien. Déposer des gigas et des gigas et des gigas de vidéos, ça coûte rien. Il n'y a pas de frais d'hébergement, rien. Alors qu'encore une fois, tu fais un site web, tu achètes un nom de domaine, si tu veux faire les choses bien. L'espace de stockage, c'est des serveurs, tu payes, etc., etc. Donc, quand même, le modèle est beau, quoi. Tu peux vraiment démarrer avec quasi rien, quoi. Ah, ça a plein d'avantages, je te le fais pas dire. T'as dit que t'étais allé en Andorre. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est une bonne question, et puis surtout à cette époque, parce que 2014... On n'en entendait pas parler du tout. Là, maintenant, je le vois même. Il y a beaucoup plus de profils entrepreneurs qui viennent s'installer. Dis-toi que quand je suis venu en 2014, il y avait quelques infopreneurs du web, mais pas tant que ça en vérité. C'était les Français que je rencontrais, c'était beaucoup des business, des boutiques, quoi. Tu vois, j'ai une boutique de charcuterie, j'ai une boutique d'alcool, ce genre de choses. Alors que maintenant, c'est à fond sur le web. Alors, je dirais que c'est un peu normal parce qu'aussi, les activités ont évolué. Les jeunes maintenant sont beaucoup plus alerte sur ça plutôt que comme je le disais à l'époque quand des personnes de mon âge ne comprenaient même pas ce que je faisais. Et donc c'est pour plusieurs choses en vérité. Moi je suis étudiant, je vois des revenus qui arrivent, j'ai zéro connaissance sur la fiscalité, etc. Donc au début j'en parle à mon prof d'éco, tu vois, parce qu'on avait des cours d'économie. Et donc je lui dis, alors lui pareil, il faut que je lui explique tout comment ça marche. Il me dit, mais c'est YouTube qui te paye pour faire des vidéos. Je dis, c'est pas exactement ça, c'est les publicités qui payent YouTube et YouTube me paye en fonction des vues. Enfin voilà, j'explique tout le truc. Et puis il me dit, ok, tu gagnes combien? Donc je lui montre. Et puis là, c'est 150, 200 euros au début, hein, tu vois, tout début sur ma chaîne de tutoriels, du coup, d'effets spéciaux. Ouais. Et il me dit, t'es étudiant, ça reste quand même ponctuel. Il me dit, c'est bon. Donc je déclare rien au début, mais les sommes sont très minimes. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui vendrait un canapé sur le Bon Coin une fois. Tu vas pas devenir auto-entrepreneur, micro-entreprise parce que tu as vendu un canapé. Par contre, si tu commences à en vendre tous les mois ou toutes les semaines, là oui, il y a du récurrent, c'est une activité, etc. Et c'est ce qui va se passer. En fait, 2-3 mois plus tard, je lui dis, maintenant ça augmente, là c'est plus des 300, 400 euros par mois. Et là il me dit, ah oui, si, là quand même ça devient une vraie source de revenus, donc micro-entreprise, tu vois. Et même tout ça, alors je sais que ça a changé, notamment les plafonds. À l'époque, ils avaient mis les plafonds beaucoup plus bas sur ce type d'activité. C'était, je crois, autour de 35 000 euros à l'année, quelque chose comme ça. Maintenant, ils les ont rehaussés, donc ça, c'est bien. Oui. Mais en fait, très vite, moi, les revenus, c'est comme ça. Hein. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Et plus tard, quelques mois plus tard, c'est plutôt du 1500, 2000, 3000, quoi, tu vois. Et là, même lui me dit, j'allais dépasser les fameux plafonds. Et il me dit, voilà, je suis plus compétent pour te donner du conseil, va voir un fiscaliste. Tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais cherché, moi, je suis
encore étudiant une fois de plus, j'avais quand même un loyer à payer, la cantine du midi, tu vois, parce qu'il n'y avait pas vraiment de cantine, donc on mangeait dehors, tu sais, brioche dorée, tout ça, un petit peu. Et du coup, mes premiers objectifs, moi déjà, avec cet argent, alors c'était de réinvestir, c'est-à-dire je commence à m'acheter mon premier MacBook Pro. Tu vois, mon premier MacBook Pro, Ouais. c'est grâce à YouTube, parce qu'avant ça, j'avais un vieux PC Acer. Je te passe le truc, mais en gros, le disque dur n'était plus dedans. J'avais acheté un câble exprès pour le mettre à l'extérieur parce que le truc surchauffait. Enfin là, je suis vraiment content parce que YouTube me permet de m'acheter. J'avais acheté mon premier iPhone aussi, enfin, du bon matériel pour produire encore plus parce que ça, quand même, c'est important. Je dirais qu'au début, faut pas se mettre dans le négatif. Moi, j'aime bien commencer avec peu de moyens et par la suite, petit à petit, réinvestir, pas tout, mais une partie de ce que tu gagnes pour t'améliorer, acheter du confort en fait, tu vois. Et donc, quand même, mine de rien, ouais, cet argent, je me dis, tiens, comment être en règle? Et c'est là où je vais voir le groupe Fiducial, qui sont partout en France, Donc, et premier rendez-vous gratuit. Donc, j'y vais. C'est reparti, je réexplique mon activité. Et c'est cette personne, en fait, que j'aurai en face, donc je me souviens plus du tout le nom ni rien, mais en gros, c'est lui qui me dira. Alors là, c'est la douche froide, hein, parce qu'alors, autant aux micro-entreprises, ça allait, on est autour de 20 et quelques, mais alors là, il me fait bim, bam, 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 il me fait bon, à peu près 55% qui dégage. Comme ça, j'étais là, waouh! Et je pense la première fois qu'on découvre ça tous en tant que indépendant, tu vois, ça fait quand même drôle au début, quoi. Et surtout que moi, dans ma tête, ça va pas durer. Je me dis, là, j'ai trouvé la mine d'or, la faille, quoi, tu vois, le truc que personne sait, alors que c'est sous les yeux de tout le monde. Et du coup, je me dis, ça va pas durer, c'est pas possible, quoi. Dans quel monde tu passes 2 heures à pianoter, t'envoies ça, la planète le voit et t'es payé, enfin. Et donc, je me dis, il faut qu'on optimise. Et lui-même me dit, si vous voulez optimiser, vous partez, quoi, tu vois, vous partez de France, etc. Donc, à cette époque-là, on entendait un tout petit peu parler de Dubaï. Mais quand même, c'est l'autre bout du monde, hein. On voulait pas trop aller là-bas. Puis, c'était pas si bien vu à l'époque. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui s'expatrie, comment dire, dans l'esprit des gens, c'est un peu devenu ah, t'as réussi, tu vois, tu t'expatries, t'as réussi, Oui. entre guillemets, hein, bien sûr. Avant, c'était plutôt tu t'expatries, t'as des choses à cacher, tu vois, genre t'es un bandit, tu vois, il y avait un peu plus cette connotation même de Dubaï. Et donc, en cherchant, on tombe sur un forum expat blog, un truc comme ça, mais un truc vraiment qui payait pas du tout de mine. Et c'est ma femme, du coup, en recherchant, qui tombe sur l'Andorre. Et puis, il s'avère que vis-à-vis de YouTube aussi, je peux pas trop en dire, mais en gros, j'ai eu une opportunité de collaboration avec justement quelqu'un qui était en Andorre. Et donc, là, ça faisait 2 bonnes raisons de potentiellement partir en Andorre, quoi. Donc, c'est elle qui ira créer l'entreprise, puisqu'à ce moment-là, moi, je l'ai dit, je suis étudiant. Et elle, en fait, elle a fini une année avant moi. Bon, c'est pas que j'ai redoublé, hein, mais c'est que moi, mon BTS était sur 3 ans. Et parce qu'il y a une année de mise à niveau, on a appliqué, etc. Et donc elle, c'est un BTS comptabilité sur 2 années. Et donc c'est elle qui ira donc créer la boîte. Et je la rejoins avec mon camarade de classe, du coup, sitôt qu'on a terminé ce fameux BTS, quoi. Voilà. Génial. Et comment t'annonces dans un monde où personne comprend vraiment ce que tu fais que tu arrêtes tes études, enfin pas tu arrêtes, tu termines tes études pour te lancer dans ce business que personne comprend et tu t'en vas à l'étranger. Il n'y avait pas des gens qui te disent mais il est fou, il s'est tapé la tête ou je sais pas quoi. Ouais, en fait, moi de mon côté, niveau famille, j'en avais très peu. Et c'est vrai que ma mère était fonctionnaire, oui, elle est à la retraite maintenant. Et mon père, je l'avais perdu plus jeune, tu vois. Et lui, il avait un emploi classique en tant que cuisinier, tu vois. Donc je viens pas d'une famille où on entreprend vraiment, tu vois. Mais d'un côté, on m'a jamais trop bloqué. C'est vrai que moi, j'ai quitté comment on peut dire ça, le foyer familial, en gros, quoi, avec ma mère à 19 ans, comme je l'ai dit avant. Donc déjà, là, ça faisait quelques années que j'étais un peu libre, je faisais un peu ce que je voulais, entre guillemets. Et pour ma femme, c'est vrai que elle, ses parents nous ont bien soutenus, en fait, ils trouvaient ça cool. Okay. Alors, tout le monde comprenait pas forcément, mais pareil, il y avait un peu ce côté, si ça marche, fais-le, quoi, tu vois. Surtout que ça reste un business quand même où tu fais de mal à personne, tu prends l'argent de personne. À la limite, tu pourrais dire que tu prends un peu du temps aux gens, tu vois, parce que les gens sont là, regardent les vidéos, mais regarder des vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Donc quand je vois aujourd'hui tous les business qui existent en ligne. On a déjà dit juste avant, c'est gratuit de se lancer, tu peux uploader des gigas de vidéos, on va pas te demander de frais d'hébergement ni rien. Et puis, en effet, c'est pas payant, quoi. C'est-à-dire, les gens regardent juste ton contenu, et c'est l'argent d'où il vient, c'est une fois de plus les annonceurs. Donc ça va être Coca-Cola, marque de voiture, etc. Tu sais même pas au final d'où vient vraiment l'argent. C'est-à-dire, tous les mois, tu reçois un paiement.
c'est Google qui gère toute cette partie pub, toi tu t'en occupes pas, donc toi tu as juste un montant qui tombe, mais concrètement, c'est quelle pub qui m'a rémunéré ce mois-ci, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais donc le modèle est vraiment très très bien. Maintenant, ce qui manque aux gens pour réussir et pour se lancer par eux-mêmes, c'est un peu les bonnes informations, quoi. C'est ce qui m'a manqué, c'est ce qui manque à tout le monde. Et donc, soit tu mets des années et des années, soit c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes. Et j'aime bien dire justement que ma formation, mais c'est plus un accompagnement, parce que je réponds à tout le monde 7 jours sur 7. Et c'est pour ça qu'on est quand même sélectif sur les profils. Du coup, c'est un peu la notice de YouTube. Moi, je l'ai appelé comme ça. Enfin, je l'ai appelé, c'est pas le nom officiel, mais j'aime bien dire ça, parce que pour le coup, c'est comme si on avait un super objet là sous les mains et on te dit avec cet objet tu peux fabriquer de l'argent, sauf que personne ne sait exactement comment ça fonctionne, quoi, tu vois. Donc à partir du moment où tu dis ce qui a de l'importance, ce qui n'en a pas, parce que alors ça je le vois énormément, personnes qui se lancent et qui vont mettre beaucoup de temps sur des choses qui sont même pas prises en compte par l'algorithme en fait. L'algorithme s'en fout complètement. Et à l'inverse, ils vont négliger peut-être certains points qui sont très importants parce que l'algorithme c'est juste un robot et lui il faut bien qu'il comprenne de quoi parle ta vidéo pour qu'il sache à qui la recommander. Parce que la plupart du temps ça va être parfois même des bons contenus mais qui vont juste pas se retrouver en face de la bonne audience. Et donc, les signaux sont mauvais. On pourrait croire que le contenu n'est pas bon, mais c'est juste parce qu'il n'est pas montré à la bonne audience, en fait, tu vois. Enfin bref, voilà un petit peu pour t'expliquer tout ça. Et attends, j'ai un message qui s'est ouvert. Voilà, on peut continuer. Et est-ce que tu as des exemples justement de ces bons ou mauvais signaux que les gens peuvent envoyer ? Oui, je peux t'en dire un ou deux. Par exemple, beaucoup de fausses croyances aussi. Tu vois, énormément de fausses croyances. Et c'est ça aussi qui m'a fait passer à l'action quand je regardais ce que racontaient les autres et que je voyais que c'était pas du tout en accord avec moi, ma façon de travailler. Je me suis dit, mais c'est fou de dire des inepties pareilles, quoi. Par exemple, le fait que quand tu dois valider ta chaîne, tu sais, quand tu crées une chaîne, si tu veux pouvoir mettre des miniatures personnalisées et des vidéos de plus de 15 minutes, il y a une vérification par téléphone. C'est un espèce de filtre anti-spam que YouTube met en place. Donc tu mets juste ton numéro, tu reçois un code, hop, tu peux continuer. Et il y a beaucoup de personnes qui disent à tort, oui, si tu valides avec un numéro, je sais pas, français, en fait, YouTube va recommander ton contenu à des Français. Donc toi, si tu as pour but de faire des vidéos en espagnol ou en anglais, etc., non, ça marchera pas, etc. C'est totalement faux. Enfin, c'est complètement faux. Même d'où est-ce que tu uploads ? Il y en a qui vont te dire qu'il faut utiliser un VPN. Alors ça, c'est énorme en fait, parce que à défaut de pas aider les gens, ils leur donnent carrément des fausses informations qui les font partir dans la mauvaise direction. Tu vois, typiquement, moi je te dis, je suis en Andorre depuis 2014. Bon, aujourd'hui j'ai des prestataires qui sont un peu partout autour du monde, mais pendant très longtemps, je uploadais mes vidéos depuis l'Andorre, du coup, tu vois, moi-même. Et ça n'a jamais empêché mes vidéos de partir faire des vues, que ce soit en France, que ce soit sur le marché américain, etc. Et il y a d'autres formateurs, du coup, qui vont te dire « Ah mais si, pour publier à l'étranger, il faut un VPN. » Et dans la formation, on fournit un VPN. Tu vois. Et je me dis, c'est des gens qui n'ont jamais fait ce business, en fait. Et c'est dommage de donner des fausses informations, parce que quelqu'un qui connaît pas, ça peut lui paraître logique. Et donc moi, je vais passer mon temps à démonter ces fausses croyances, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, c'est évident, faut faire croire à YouTube que je suis aux États-Unis pour qu'il monte ma vidéo à des Américains. Et en fait, du coup, la personne va prendre un VPN, et c'est, je pense, très mauvais, parce qu'un VPN, c'est souvent quand tu as des choses à cacher, ça va donner une IP que d'autres personnes ont aussi, et tu sais pas trop ce qu'ils font avec cette adresse IP, les autres. Enfin, au final, pour moi, c'est très très mauvais, et bien sûr que non, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Donc voilà, ce genre de choses un petit peu, quand tu vois des gens raconter toutes ces bêtises, tu te dis, mince, quand même, il y a des gens qui tombent dans le panneau, et puis ils perdent du temps, et puis même, aujourd'hui, tu vois, ça nous permet de faire des grandes choses. Sur ce projet de l'accompagnement, on est 10 personnes à travailler, en plus de moi. Wow. Donc quand même une bonne équipe, ouais. Là, il y a pas mal de petites choses qui arrivent. Bon, je peux t'en parler parce qu'il y en a une, on vient de l'annoncer. On a sorti notre propre extension pour navigateur. Alors, dit comme ça peut faire un peu, ça sert à quoi, tu vois. Et en vérité, pour être efficace sur YouTube, tu as quand même besoin de pas mal d'outils. Des outils pour analyser tes concurrents, etc. Et nous, aujourd'hui, même dans la formation, je recommandais plusieurs extensions, tu vois. Il y en a une qui va te permettre, par exemple, de voir les vues que fait cette chaîne sur les 30 derniers jours, le nombre d'abonnés qu'elle a pris. Il y en a une autre qui va te permettre d'avoir l'URL native d'une chaîne, une autre pour extraire la miniature, une autre pour les tags. Enfin, ça faisait quand même pas mal de choses. Et puis là, on a pris un dev en interne, tu vois, et on s'est dit, pourquoi pas développer notre extension qui serait gratuite en plus de ça, et puis qui répond précisément aux besoins qu'ont les gens
qui suivent cet accompagnement. Parce qu'on a vraiment un besoin que les autres n'ont pas, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui se balade sur YouTube, il n'a pas besoin de tout ça. Mais nous, on a vraiment un besoin particulier. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre de plus en plus dans la formation, répondre à ces besoins particuliers. Donc on a plein de belles choses qui arrivent, mais j'aime pas trop dire en avance parce qu'après ça crée de la hype. Et puis voilà, je préfère le dire genre 3 jours avant que ça sorte. Et donc aussi, on organise là, alors on va pas fixer la date, mais ça va sortir très bientôt, le premier événement en présentiel, alors ça sera en France en plus, donc autour de YouTube Business, mon accompagnement, pour justement qu'on puisse rencontrer un petit peu les membres, même si j'en ai déjà rencontré pas mal, parce que j'ai lancé, tu as dû le voir, je pense, une chaîne de vlog, où c'est que maintenant, je vais à la rencontre des personnes qui sont de passage en Andorre, et pour ça, c'est super, parce que dis-toi qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait plein de choses avant YouTube, et du coup, j'apprends aussi, moi, de ces personnes. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est trop bien. J'adore ce projet. Est-ce que tu peux m'amener un peu dans la création d'une de ces chaînes? Comment tu choisis, par exemple, une niche? Pas peut-être toi, même t'en as 500, donc si tu voulais en rajouter une, ou quelqu'un qui débute, comment il en choisit une? Alors pour ça, en effet, tu as quand même des process. C'est ça que j'aime bien, c'est que sur YouTube, tu as énormément d'informations qui sont déjà publiques en vérité. Typiquement, rien qu'en se baladant sur YouTube, en tapant quelques mots-clés, tu vas pouvoir donc avoir directement des vidéos qui vont sortir. Tu peux jouer avec quelques filtres qui sont de base sur YouTube. Tu peux par exemple utiliser le filtre cette semaine. Tu vois, rien que ça. Et du coup, tu vas voir, cette semaine, qu'est-ce qui a fait des vues dans cette thématique. Et rien que ça, c'est hyper puissant, parce que tu vois si ça a marché ou pas. Tu vois le nombre de vues. C'est pour te donner un comparatif, c'est un peu comme si sur Google, nativement, Google, tu pouvais taper, je sais pas moi, chaussures grises, et que tu pouvais demander à Google, ok, montre-moi les sites qui ont fait le plus de visites sur chaussures grises cette semaine, tu vois. Il va falloir utiliser des outils annexes pour analyser tout ça. Sur YouTube, déjà de base, tu peux avoir beaucoup d'informations. Une information pour moi qui est pertinente et qui nous manque, c'est en fait vraiment, si vous faites le test chez vous, vous tapez football sur YouTube et vous mettez dans les filtres cette semaine. Okay. Et après, vous avez encore d'autres filtres que vous pouvez utiliser, comme par exemple nombre de vues. Tu vois. Et donc là, ça va te montrer sur cette semaine qu'est-ce qui a fait le plus de vues. Enfin, c'est hyper pertinent comme résultat. Et du coup, une information qui manque, c'est savoir si les chaînes sont grosses ou pas. Dans la recherche, tu vas pas voir directement le nombre d'abonnés de ces chaînes. Il va falloir ouvrir la chaîne une par une, etc. pour aller sur la page d'accueil et voir enfin le nombre d'abonnés. Typiquement, notre extension, elle permet ça. Tu peux, depuis la recherche, voir directement le nombre d'abonnés. Et en fait, voilà, je peux pas tout te révéler ici, mais en gros, ce qu'on cherche véritablement, les pépites, on va les appeler comme ça, c'est des petites chaînes récentes, donc qui auraient, je sais pas, 2, 3, 4 000 abonnés, qui ont des gros résultats. Et crois-moi, il y en a toutes les semaines, sur plein de thématiques. Et en fait, tu vois, c'est marrant, les gens parlent de concurrence, et moi, demain, s'il n'y a plus de concurrence, je suis perdu, en fait. Parce que quand tu sais comment analyser tout ça, faut prendre de la hauteur, et tu te dis que toutes ces personnes, tous les jours, qui publient énormément de vidéos, en fait, ils font des crash tests pour moi. Mais tous les jours, ils publient, ils font des crash tests, et en fait, moi, je prends de la hauteur, j'analyse tout ça, et je vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et en fait, ce qui marche, je le fais, et ce qui marche pas, voilà quoi. Donc en fait, c'est toi qui fais ton marché, et tu choisis véritablement. Alors, pour moi, il y a 3 critères importants. Il faut que donc il y ait du potentiel. Donc comme je l'ai dit, quelque chose de récent qui marche bien, c'est qu'il y a du potentiel. Faut qu'ensuite, surtout quand tu es débutant, ça t'intéresse un minimum, je pense. C'est quand même bien si t'es amené à faire des vidéos, mieux que le sujet te parle un peu. Et enfin, le 3e critère, c'est que tu sois capable de le faire. Parce que si tu identifies quelque chose qui marche bien, qui t'intéresse, mais que tu es incapable de sortir une vidéo là-dessus, bon, voilà. Mais si vraiment il y a les 3 critères, pour moi, c'est bon. Alors justement, ce que je fais avec les membres de mon accompagnement, je leur explique vraiment plusieurs process pour forcer YouTube à montrer ce qui marche. Et après, ils font un peu leur sélection et je les aide à valider parce que il y a quand même, avec le recul que j'ai, je sais qu'il y a des thématiques. Pour débuter, c'est peut-être pas le mieux, quoi. Dans un second temps, pourquoi pas. Mais au début, c'est peut-être des thématiques qui sont un peu plus exigeantes, ou c'est que la concurrence est peut-être un peu plus, tu vois, je sais pas comment dire, c'est pas qu'il y a trop de concurrents, parce que ça, non, le marché n'est pas cristallisé, mais c'est plus que les concurrents vont être plus virulents, tu vois. Donc, vaut mieux commencer sur un truc où justement, on sait que les chaînes, elles sont lancées, elles vont créer une base, comme un peu le noyau, tu vois, ça va faire des revenus, et après, si tu as envie de partir sur d'autres choses, pourquoi pas, ça fait toujours des revenus en plus, etc., quoi. Ok. Et l'idée sur ces chaînes-là, une vidéo type de ce que tu fais, de ce que tes élèves font sur ces chaînes-là, c'est quoi? Aide-moi un peu à visualiser à quoi ressemble une de ces vidéos, en fait.
Bah alors ça, tu vois, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est comme si tu me disais, Hervé, je veux là que tu m'expliques comment on fait la meilleure vidéo de 2025, 2026, etc. Ok. Il n'y a pas une réponse. Et c'est pour ça qu'un accompagnement, c'est très important et pas juste une formation. Parce qu'en fait, en fonction du type de contenu que tu vas produire, bah, c'est pas forcément les mêmes règles, tu vois. Typiquement, si c'est un contenu à destination des jeunes, il faut quand même que ce soit assez dynamique, tu vois. On le voit sur TikTok, ça bouge dans tous les sens, les vidéos sous-titrées, tu sais, c'est un mot par un mot, c'est très très dynamique. À l'inverse, si tu pars sur un exemple comme ça, la thématique santé, et que tu t'adresses à des personnes qui sont plus âgées, qui vont, ah tiens, j'ai mal au dos, petite vidéo YouTube, ou tiens, comment bien s'alimenter. Bah là, c'est pas des gens où il faut que ça pète dans tous les sens, tu vois. Au contraire, tu es sur une audience qui va justement vouloir qu'on prenne un peu le temps de bien expliquer les choses, peut-être même répéter certaines choses, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui accompagne, et au cas par cas, on va te dire ce qu'il y a à améliorer sur tes contenus, sur tes vidéos. Pareil en termes de miniatures, hein, c'est hyper important les miniatures. J'ai parfois des gens qui sont pas dans l'accompagnement et qui me demandent un peu, tiens Hervé, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je passe, je jette un œil. Dis-toi, il y a encore des gens à notre époque qui mettent des vidéos sans mettre de miniature des fois. Je dis, bah, peut-être mettre une miniature quoi, parce que là il n'y en a pas. Et tu sais, ils se basent juste sur les 3 propositions de YouTube là, qui sont juste des extraits de la vidéo. Oui. Et la miniature, c'est la vitrine quoi. Si ça donne pas envie de cliquer, bah déjà là t'es plus mis en avant. Alors faut que ça donne envie de cliquer. Alors je dirais dans l'ordre, un bon SEO, donc c'est-à-dire un bon référencement, de manière à ce, comme je disais avant, que l'algo comprenne de quoi ça parle. Alors maintenant, avec un peu d'IA, YouTube est quand même capable d'analyser ce qui est dit dans la vidéo, la transcription, mais des fois, il y a des contenus qui ne parlent pas. Tu sais, il y a des contenus où ça va être mondial, je sais pas, que ce soit autour de la SMR par exemple. La SMR, ça parle pas, tu sais, c'est que des petits bruitages. Oui. Donc si toi, derrière, tu mets un titre qui est pas du tout optimisé, tu te doutes bien qu'avec des petits bruits, des petits craquements, l'algorithme n'a aucune idée de à qui il faut recommander ça, tu vois. Donc le SEO est très très important, le référencement. Après, bien sûr, la miniature, faut qu'on la comprenne en 2 secondes, faut que ça donne envie de cliquer, envie de voir le contenu. Et puis bah derrière, oui, le contenu aussi, bien sûr, est important parce que YouTube va fortement analyser ce qu'on appelle le watch time, donc c'est-à-dire combien de temps ta vidéo est regardée. Et si clairement elle n'est pas regardée longtemps, bah, c'est-à-dire en fait, YouTube conclut qu'elle n'est pas pertinente, et donc lui, son but à YouTube, il est simple. Le but de YouTube, c'est de garder au maximum l'utilisateur sur la plateforme. Donc, son rôle, c'est de trouver que des bonnes vidéos à lui proposer à cet utilisateur pour qu'il y passe le plus de temps. Et à partir du moment où toi, ta vidéo, elle a des mauvais résultats, c'est-à-dire que peut-être tu fais quitter l'utilisateur la plateforme, tu vois. Donc YouTube veut pas ça, donc il va mettre en compétition toutes les vidéos en vérité pour voir lesquelles fonctionnent le mieux. Mais encore une fois, moi j'ai vu des très bonnes vidéos se retrouver en face de la mauvaise audience. Tu vois, je sais pas, une très bonne vidéo de cuisine qui est par exemple recommandée à quelqu'un qui cherche comment changer un pneu, tu vois. Il va pas cliquer, tu vois. Et même si jamais il clique dessus, il va s'en aller. Et du coup, le robot derrière de YouTube, l'algorithme, se dit juste mauvaise vidéo, alors que c'était juste le mauvais spectateur, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de fair use dans Oui. YouTube. C'est parce qu'il y a beaucoup Est-ce que c'est qu'il y a des vidéos qui sont créées, qui sont un peu un repackaging d'anciennes vidéos? C'est Ouais, comment? c'est un peu ça. Bah, un bon exemple du fair use qui, je pense, parlera un peu à tout le monde parce qu'on a tous déjà vu ça, c'est les fameuses vidéos, soit résumés de films. Genre là, il y a une nouvelle série de je sais pas quoi, de Casa de Papel, de Squid Game qui sort. Et puis nous, bah, on a un peu oublié ce qui s'est passé à la saison précédente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Réflexe, YouTube, résumé saison 3, machin. Et là, du coup, on tombe sur une vidéo et on se dit, tiens, alors on n'y pense même pas que c'est une chaîne parfois sans visage, hein, parce que tu as des personnes qui vont se montrer. Mais des fois, tu vas avoir des chaînes sans visage ou alors aussi ces 10 secrets que tu ne sais pas sur Harry Potter, tu vois, par exemple. Eh bien, on n'y pense pas sur le coup, mais la personne qui est derrière, qui gère cette chaîne, bah, si elle a bien fait les choses, elle génère des revenus. Et en fait, comment elle fait du coup pour utiliser des extraits d'un vrai film, tu vois, à quel moment elle a les autorisations de faire ça, comment elle peut générer de l'argent sans avoir à reverser une partie, etc. Bah, bienvenue dans le concept du fair use, en fait, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, les règles, elles sont à la fois simples, mais à la fois, il faut quand même bien les comprendre. Tu as le droit de t'appuyer sur un contenu existant, d'utiliser ce contenu, à condition que tu ajoutes de la valeur. Un mauvais exemple. Moi, j'ai déjà vu ça, donc je t'en parle. Quelqu'un qui voit une série qui est que en français,
et qui se dit, tiens, je vais prendre un épisode de cette série, puis je vais le traduire en espagnol, parce qu'elle n'y est pas en espagnol. Donc là, c'est bon, je réutilise un contenu existant, j'ajoute de la valeur. Bah oui, non, là, t'es dans l'abus, tu vois. Là, t'es dans l'abus, parce que si tu veux, t'as traduit, ok, mais tu fais carrément fuiter, tu proposes le contenu à 100%, tu vois. Maintenant, un bon cas d'utilisation du fair use, c'est, je vais donc expliquer les secrets que les gens n'ont pas compris. Et je vais utiliser des petites séquences, donc c'est un peu la règle des 7 secondes, souvent on dit. Comme ça, en fait, des extraits, plusieurs extraits de 7 secondes. Il y a aussi, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, je ne veux pas perdre les gens, mais il y a un robot sur YouTube qui scanne ce qui est uploadé, ce qui est partagé. Et en fait, si tu mets des extraits de 7 secondes, c'est OK pour lui, parce que 7 secondes, il pourrait y avoir des erreurs. Par exemple, dans tous les films, il y a des écrans noirs. Tu vois, je te prends cet exemple. Donc, si quelqu'un met un extrait de 7 secondes d'écran noir, ça ne veut pas dire que c'est le même film, tu vois. Donc, 7 secondes, c'est court. Et si tu mets des courts extraits comme ça, le robot détectera pas. Pour lui, il y a trop peu de chances. Une vidéo, c'est juste des images les unes après les autres, tu vois. Donc, là, on va dire, il y a trop peu d'images pour qu'ils puissent copyrighter cet extrait. Par contre, si tu mets une minute, là, oui, ça peut être détecté par, je sais pas, les propriétaires de Harry Potter, de telle série, Netflix, etc. Tu vois. Donc, il faut être conscient de cette règle. Et ensuite, le but, c'est, encore une fois, d'apporter de la valeur. Donc, si tu mets que des petits extraits, que tu parles par-dessus, et que vraiment le spectateur, il ressort de là en ayant appris des choses, compris des choses, bah, en fait, c'est un peu du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu as apporté de la valeur, et peut-être même l'utilisateur, bah, ça lui a donné envie d'aller voir la série, tu vois, typiquement les résumés, pour aller voir la saison suivante, en fait, tu rends service à Netflix, etc., en faisant ça. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc il y a les règles YouTube. YouTube, c'est ce que je t'ai expliqué, que ce que ça apporte de la valeur, et que ton contenu soit quand même un minimum original, même si tu utilises de l'existant. Ça, c'est les règles YouTube. Et après, les règles du copyright, bah là, c'est ce que j'ai dit juste avant. Tant que ça reste du gagnant-gagnant, l'ayant droit, il n'a aucun problème avec ça. Maintenant, si tu remets en ligne quelque chose qui est vraiment dans l'abus, ou que l'ayant droit juste ne veut pas, il faut comprendre que l'ayant droit aura le dernier mot, parce que du coup, c'est les droits d'auteur, et lui, il peut arriver, il peut dire, ça, j'en veux pas, hop, la vidéo est supprimée. Tu vois. Même sur un résumé de film, il pourrait le faire. Mais comme je t'ai dit, tant que tu leur apportes de la visibilité. Dans la formation, il y a un bon exemple, encore un, tu vois, ça fait beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a fait tout un documentaire sur la vie de Pablo Escobar. Et pour illustrer son documentaire, eh bien, il a mis des extraits de la série Netflix, tu vois. Donc il peut pas rêver mieux, le gars. Au lieu de mettre des extraits à gauche, à droite, des trucs qu'il aurait créé lui-même, là, il a carrément pris la série Pablo Escobar, il a pris des petits extraits, et il illustre ce qu'il dit avec ça. Mais encore une fois, est-ce que ça cause du tort à Netflix? Pas vraiment. Ça leur donne même envie aux gens d'aller voir la série, tu vois. Donc c'est toléré, on va dire. Voilà. Ok, pas mal. Et donc, tu as commencé il y a une grosse, plus de 10 ans. Ouais, c'est ça fait 13 ans, ouais. Ouais. Comment l'arrivée de l'intelligence artificielle change un peu ton mode de travail? Ouais, alors clairement, on peut en parler. C'est vrai que quand je lance l'accompagnement, fin 2023, c'est un peu le début de l'IA, tu vois. Et moi-même, je l'intègre pas tant que ça dans mes process. Donc c'est pour ça, dans l'accompagnement qui comprend une formation, au début, moi je parle pas forcément de l'IA, tu vois, parce que on sait pas trop ce que ça va donner, il y a des belles promesses, ça paraît sympa, mais on sait pas vraiment. Et en vérité, aujourd'hui, laisse tomber. Laisse tomber, c'est en fait, on rentre dans le YouTube 2.0, dans la création de contenu 2.0, j'aime bien dire ça parce que c'est véritablement ce qui se passe. Même moi, dans mes process, avec mes équipes, il y a plein d'outils d'IA qu'on a intégrés. Alors, ça remplace pas forcément les humains, c'est juste que tu vas être encore plus productif parce que du coup, une personne qui faisait certaines tâches, bah maintenant elle peut en faire beaucoup plus avec les bons outils, tu vois. C'est aussi très amusant. Moi, j'ai l'impression que j'allais dire tous les 4 matins, mais toutes les 3 semaines, il y a un nouveau jouet qui sort, qu'il faut tester, etc. Donc en tant que créateur de contenu, là, on vit une vraie révolution. Et alors après, pareil, là-dessus, t'entends dire un peu tout et n'importe quoi. Il y a ceux qui te disent, ouah, sur YouTube, surtout pas d'IA, tu vas être démonétisé, etc. Alors, il faut comprendre pourquoi les gens racontent certaines choses, parfois. Et moi, bon, bah, je veux pas créer de problème, donc je ne dirais pas de non, je suis pas là pour ça ni rien. Mais je vois très bien, il y a des personnes, en fait, qui, en fait, moi, avec l'IA, je t'apprends à faire tout toi-même. C'est-à-dire, même à une époque où tu aurais eu besoin, dès le début, peut-être d'un prestataire, aujourd'hui, si tu as les bons outils, clairement, tu peux le faire toi-même. Là, j'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps, parce que dans la formation, il y a des ateliers tous les mois, un atelier où je présente une plateforme dont je ne vais pas dire le nom, parce que vraiment, il y a trop de valeur à donner le nom comme ça, mais tout ça, c'est dans l'accompagnement. Et en gros, cette plateforme, ce que j'adore, c'est qu'elle intègre plein d'IA, des IA qui, parfois, quand elles viennent de sortir, sont bloquées en Europe, pour
plein de raisons, tu vois. Et du coup, là, tu as directement accès. Tu n'as pas besoin d'installer un VPN, de faire quoi que ce soit. Sur la plateforme, c'est intégré. Et alors, derrière, c'est hyper puissant parce qu'en plus de ça, moi, je le vois, les gens qui font un peu d'IA, ils se retrouvent avec des abonnements dans tous les sens. Tu sais, ils vont payer un mid-journée, un VO3, etc. À la fin, c'est un abonnement, donc que tu aies utilisé ou pas, bim, tu payes tous les mois. Et bien, dis-toi bien qu'avec cette plateforme, tu vas payer à ton usage. Donc, c'est-à-dire, tu mets 10 € sur la plateforme. Si tu n'y touches pas, le mois suivant, il reste tes 10 €. Tu vois, c'est pas une mensualité. Tu mets 10 €. Si tu veux générer une musique, il y a tout ce qu'il faut, et ça utilise les vrais modèles les plus puissants, tu vois, mais tu vas payer à chaque fois à la génération. Faire une image, par exemple, avec du Nano Banana, c'est 2 centimes. 2 centimes l'image. Donc si tu fais 100 images, ça te coûtera 2 €, tu vois. Mais il n'y a pas d'abonnement, et tu payes ta consommation. Tu peux utiliser du VO3, tu peux utiliser du Suno pour les musiques, etc., etc. Donc hyper puissant ça. Et quand je vois des outils comme ça, Suno, celles et ceux qui ne connaissent pas, ça te permet véritablement de créer les lyrics, de créer la musique, la voix du chanteur. Et aujourd'hui, franchement, on peut même pas voir que c'est fait avec du Suno tellement que c'est bien fait. Et ça, par exemple, quand je dis que ça révolutionne le business, c'est que avant, sur YouTube, quand on souhaitait utiliser des musiques, des bonnes musiques, bah, tu avais certaines plateformes, je peux citer le nom, tu vois, par exemple Epidemic Sounds, c'est la plus connue, tu payes un abonnement mensuel, et en échange, tu peux utiliser leur musique. Attention, c'est pas des musiques originales, c'est-à-dire tu peux te retrouver avec les musiques d'autres créateurs aussi, mais eux ont les droits, et en fait, ils te disent, bah, écoute, tu nous payes 30 € par mois, tu peux utiliser nos musiques. Par contre, le jour où tu arrêtes de payer, t'as plus le droit de les utiliser. Ou alors c'est nous qui récupérons la monétisation de tes vidéos. Donc en gros, tu mets le doigt là-dedans, c'est fini, quoi. Tu payeras en continu 30 € par mois pour utiliser des musiques qui ne sont même pas à toi en vérité, tu vois, t'as pas les droits dessus. Bah ça, c'est terminé. Maintenant, avec l'arrivée de Suno, moi c'est ce que je dis à tous les élèves, je dis mais non, mais faites pas ça. Pour Suno, avec Suno, soit tu passes par la plateforme que j'ai dit juste avant et tu payes à la création de musique, soit sinon Suno directement pour 10 $. Donc là, c'est trop bien, écoute. Tu t'abonnes un mois. Ce Suno, c'est comme tous les autres, sinon c'est des abonnements. Tu t'abonnes un mois, c'est 10 $. 10 $, tu as le droit de créer 500 musiques. 500 musiques sur lesquelles tu as les droits d'auteur, tu as les droits commerciaux, tu as tous les droits en fait. Tu t'abonnes un mois, tu crées tout ce que tu as besoin de créer, tu te désabonnes. Pour 10 $, tu as 500 musiques originales que personne d'autre n'aura, sur lesquelles tu as tous les droits et tu n'auras pas de redevances, de trucs à payer, quoi. Impressionnant. Et donc, tu vois, dans ce sens-là, l'IA, ça révolutionne. Moi, je travaillais sur certaines thématiques, certaines niches avec des studios d'animation. C'était hyper long, les process de création, on parle en mois. Les équipes, énormément de personnes, donc ça je déléguais dans d'autres pays où c'est moins cher, tu vois, mais ça coûtait quand même, tu payes à la minute, c'est-à-dire tu peux te retrouver à payer 600 $ la minute, hein, parce qu'il faut faire des storyboards, il faut créer les modèles 3D la première fois, il faut les animer, il faut mettre les textures, les lumières, tout ça. Là maintenant, avec du VO3, c'est quelques centimes toutes les 10 secondes que tu vas payer, enfin c'est rien du tout. Il y a des gens qui diront « Oh, c'est quand même un petit peu cher et tout ». Là, aujourd'hui, avec les équipes, on arrive à faire 100% IA. 100% IA. Des vidéos de 8 minutes, ça nous coûte 10 $. 10 $, une vidéo de 8 minutes, c'est généré en quelques heures. Et avant, je te dis, c'était sur des mois et des mois et des mois. Enfin, non, là, vraiment, grosse révolution. J'ai pas répondu du coup à pourquoi certains vont te dire oh là là, surtout pas d'IA, surtout pas d'IA. Bah, je te le dis, moi en gros j'apprends aux gens à faire. Tu vois, je t'apprends à pêcher plutôt que te donner du poisson, parce que sinon tu n'apprends rien, quoi. Si tous les matins tu viens me demander un poisson, t'as pas compris, quoi. Donc vaut mieux que tu apprennes à pêcher. Par contre, il y en a d'autres, et bien en fait, ils veulent pas que tu apprennes à pêcher. C'est-à-dire ils te disent YouTube sans visage, c'est un business où tu ne vas rien faire. Déjà la promesse, et ensuite comment ça fonctionne? Eh bien on va te mettre en relation avec des prestataires, c'est-à-dire que tu vas payer en fait. C'est ça en fait, le fin mot c'est tu vas payer. Tu ne sauras rien faire mais tu vas payer, donc c'est-à-dire tu voudras créer une miniature, il y aura le prestataire. Tu voudras faire un montage vidéo, il y aura le prestataire. Tu voudras faire un script, il y aura le prestataire. Et en fait tu te retrouves à être un peu la vache à lait, quoi, tu vois, tu payes et tu payes et tu payes, et surtout que ils te disent que toi, tu ne fais que superviser, mais c'est impossible. Comment tu veux superviser efficacement un truc que tu sais pas faire? Demain, je te mets une casquette sur la tête et je te dis, bah, bravo, t'es chef de chantier. Tu vois, c'est bien, hein, tu fais rien en gros. Donc tu supervises le mec qui pose l'électricité, celui qui fait la plomberie et celui qui met le carrelage. Mais attention, hein, si c'est mal fait, il faut leur dire. Voilà, t'es chef de chantier. Mais si t'as jamais fait ces tâches-là, comment tu veux les superviser efficacement? Et en plus de ça, tu payes tout ça. Donc, moi, je préfère dire aux gens, oui,
on va vous apprendre des compétences. Donc déjà, vous ressortez d'ici, vous avez des compétences. Oui, il va falloir faire des choses. Mais par contre, une fois que tu les maîtrises, ces tâches, là, oui, avec les revenus YouTube, tu peux en effet déléguer certaines tâches. Mais au moins, tu es capable de voir si c'est mieux fait ou pas que ce que toi, t'aurais fait. Si le mec te dit, tiens, la vidéo, j'ai mis 2 jours dessus, là, tu peux lui dire, ah bah non, ça, je sais que ça met juste quelques heures. Enfin, tu vois, tu es apte à vraiment superviser, quoi. Donc, voilà un petit peu. Encore une fois, que ce soit moi, que ce soit d'autres, renseignez-vous d'une sur la formation, mais de deux, je pense, très important sur le formateur. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une époque où il faut prendre le temps. Tous ceux qui disent vite, 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 c'est maintenant ou jamais, fuyez, parce que ça, c'est faux. Moi, la formation, elle a 2 ans, elle fait que s'améliorer. Alors oui, le coût de la formation, bah, il augmente aussi, parce que forcément, il y a toujours de plus en plus de valeur à l'intérieur, mais je ne veux pas mettre d'urgence, tu vois. Par exemple, Black Friday. Il y a des gens qui me disent Hervé, tu fais un Black Friday là, on arrive dans la période, tout ça, il va y avoir des réductions. J'ai ah non, surtout pas. Non, on fait pas de réduction. On fait pas de réduction. Au pire, le prix monte, tu vois, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, derrière, vu que c'est moi qui fais le suivi et que je réponds 7 jours sur 7, déjà qu'on est sélectif sur les profils, bah, j'ai pas du tout envie de baisser le prix et de dire allez, venez tout. Alors oui, c'est super, ça ferait plein de ventes, mais comment moi je vais gérer efficacement les gens, comment je vais maintenir un niveau de, tu vois, de qualité dans le suivi et tout. Donc non, il n'y a pas de réduction. Et bah, les personnes qui ont rejoint avant, forcément quand ça coûtait un peu moins cher, bah, c'est normal aussi, je vais pas les refaire payer, elles profitent de tout ce qu'on intègre, hein, tout ça bien évidemment, quoi. Ok. Et alors, tu me disais que vous étiez 10 sur la partie YouTube Business. Vous êtes combien sur la gestion des chaînes? La gestion des chaînes, c'est-à-dire les chaînes de YouTube Business? Non, Parce que moi, quand je dis on est 10, c'est sur l'accompagnement, sur la formation. C'est l'accompagnement. Voilà. Sinon, sur la gestion de mes chaînes, ah non, on est un petit peu plus quand même. On est 25. Okay. Enfin, ça dépend, il y en a qui quittent, il y en a... mais on est autour de une petite trentaine, je dirais, tu vois. Okay. Après... Parfois, il faut bien comprendre qu'il va y avoir des monteurs. Je ne vais pas être en contact direct avec les monteurs. Moi, je vais être avec un manager qui, lui, gère des monteurs, qui, lui, a son équipe, que ce soit au Pakistan, à Madagascar ou autre. Et en gros, moi, j'échange juste avec le manager. Je ne vais pas commencer à parler avec chaque monteur derrière, tu vois, parce que je ne vais pas m'en sortir. Donc, c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau de l'accompagnement. Aujourd'hui, dans ce projet d'accompagnement, on est 10. Je n'aurais pas imaginé. À mon avis, il y a plusieurs manières de faire. Tu peux très bien faire une formation, la mettre en ligne et dire... Allez, hop, achetez la formation, puis bonne chance. Non, mais il y en a qui font ça, je pense. Ouais. Et en vérité, bah, ça leur prend beaucoup moins de temps aussi, tu vois. Moi, c'est vrai que si je fais un truc, j'essaie de le faire bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, faut proposer un suivi, faut proposer un accompagnement. Et puis, vu qu'on est en pleine phase de développement là-dessus, beaucoup de choses, des appels de groupe avec les équipes pour voir ce qu'on peut améliorer, le retour, etc. C'est vrai que cette formation qui a 2 ans, elle a quand même bien évolué. Rien que l'extension qui a 1 semaine, déjà là, on fait des mises à jour dessus parce qu'on a des retours, des idées. Tu vois, forcément, quand tu as plein d'élèves comme ça qui utilisent un produit, bah, tu as plein de retours. Et je pense qu'on va proposer à terme un truc qui sera top, quoi. Là, c'est déjà très bien, mais il y a des belles idées là qui arrivent, quoi. Et avec tout ce monde-là que tu gères, plus ou moins directement, comment tu fais pour t'organiser? Tu veux dire, ce mois-ci, on va aller sur cet axe-là, ou c'est ça les priorités? Comment tu gères ça? Ouais, bah alors au niveau YouTube Business, moi je découvre, parce que le marché de la formation, je te dis, j'y connaissais rien. Ma seule expérience là-dedans, c'était en 2017, quand je me mets dans l'immobilier. J'ai acheté, moi, cette fois-ci, 2 formations sur l'immobilier, tu vois. Parce que quand tu prévois d'acheter des immeubles, bon, tu te dis, si je me plante... c'est moi et mon immeuble, en fait. T'es pas en copropriété. Là, c'est vrai, t'achètes un appartement, ça se passe mal. Tu peux aller voir ton voisin, tu peux dire, attends, toi aussi, tu te plains de la toiture, ceci, cela. T'achètes ton immeuble, t'as un problème, bah, c'est toi et ton immeuble, quoi. Donc, du coup, là, je me forme. Et c'est au final la seule expérience que j'ai eue dans le milieu des formations, tu vois. Donc, quand j'ai dû faire la mienne, bah, je me suis dit, je vais le faire comme je l'aurais fait pour discuter avec quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire, la formation, elle est vraiment comme ça, elle débute comme si plein de fois j'ai expliqué mon activité à des personnes, mais jamais dans le détail à ce point-là. Bah là, c'est comme si je buvais un café avec quelqu'un, j'ai mon ordinateur, et puis je lui montre tout, je lui explique tout de A à Z, tu vois, en rentrant vraiment dans le détail. Et donc, vis-à-vis de ça, je découvre encore même... Dans la formation, moi, je ne savais pas ce que c'était un setter, je ne savais pas ce que c'était un CRM, tous ces trucs-là, je les découvre encore. Et aujourd'hui, c'est bien parce que je travaille avec des personnes qui sont plus compétentes que moi dans ce domaine. Et elles, leur rôle, c'est vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur dans la formation. Même, tu vois, toute la partie support, fiscalité, c'est quand même très lourd, hein, mine de rien. Toute la partie TVA, etc., c'est des choses qu'il n'y a pas sur YouTube. Sur YouTube, vous n'avez pas de TVA. Donc, quand il y a écrit que tu vas toucher 2 000 €,
bah, tu touches 2 000 €, quoi. Après, tu as ton imposition propre à toi, alors que sur la vente de formation, tu collectes de la TVA, alors même si tout le monde le fait pas, quand même choisi. Comme j'ai dit, si je fais un truc, je le fais bien. Donc du coup, je suis immatriculé en France, un représentant fiscal. Enfin, c'est tout un cirque. Mais bon, bah, c'est comme ça, et forcément, ça alourdit un peu tout ça, mais si on veut faire bien. Et alors sur la partie YouTube, gestion du réseau de chaîne, en effet, au début, on était 3. Et dis-toi bien que jusqu'à 2016-17, on sera 3 en fait. On va pas déléguer à des personnes à l'extérieur, parce que j'ai vraiment ce sentiment d'avoir encore une fois trouvé la mine d'or. Et je me dis, si j'explique à un mec comment faire les vidéos, comment gérer la chaîne, bah, il va se barrer en fait et il va le faire, tu vois. Et forcément, sur toutes les collabs que j'ai eues, parce que j'ai eu énormément de collaborateurs par la suite, bah, il y a eu des fois des très bonnes expériences et des très mauvaises. Et des fois, ça a été vraiment très loin, des gros problèmes, entre guillemets, des trahisons, etc. Mais ça fait partie un peu, quand il y a de l'argent en jeu, ça fait partie un peu du truc apparemment. Et donc, attends, j'essaie de me remettre au centre. Hop. Et donc, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Bah, en réalité, on a commencé à partir de 2017 à déléguer, parce qu'on s'est dit, on est plafonné de toute manière. Et puis, bah, essayons. Parce que même si tu as eu une mauvaise expérience, si tu trouves les bonnes personnes, en vérité, ça peut être un réel boost. Et ça, je l'ai bien compris maintenant. Et donc, petit à petit, donc que ce soit des camarades, des fois des anciens camarades, aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui étaient au collège avec moi, tu vois. Parce que les gens reprennent contact, ils disent, tiens, Hervé, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens ? Sur les réseaux sociaux, ils voient quelques petits trucs passer, les voitures, tout ça. Et forcément, dis-toi, il y a même des personnes, il n'y a pas très longtemps, qui étaient à Domino's avec moi, qui m'ont renvoyé un message. Ils disent, putain, mais Hervé, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, j'étais livreur à Clermont-Ferrand, du coup, à ce moment-là, quand je livrais, c'était à Clermont. Et maintenant, t'es expatrié en Andorre, t'as ci, t'as ça. J'ai loupé un chapitre, quoi, tu vois. Et je leur dis, bah ouais, YouTube. Et là, les gens, certains repensent à quand j'avais ma petite chaîne, tu vois, parce qu'il y en a, je leur montrais, comme je t'ai dit. Et c'est vrai que personne n'aurait cru à cette époque-là que ça pouvait évoluer dans ce sens-là. Et donc, quand j'ai commencé à déléguer, bah, c'est des personnes que j'ai trouvées sur mon chemin, des fois, tu vois. Donc, même des concurrents avec qui il m'est arrivé d'échanger. Et puis, quand ils voyaient un peu les autres chaînes que j'avais, ils étaient pas bêtes, ils savaient comment ça fonctionnait, on s'est mis à travailler ensemble. Donc, parfois des concurrents. Et parfois, sinon, après, on a juste cherché des prestataires pour déléguer. Aujourd'hui, si je dois vraiment expliquer rapidement, faut imaginer donc que tout en bas, tu as ceux qui créent le contenu, miniature, vidéo. Ils déposent ça dans un Google Drive, tu vois. Et après, tu as ce que j'appelle un peu les managers de chaîne. Donc eux, typiquement, le poste est beaucoup plus important parce que ils ont accès aux chaînes, donc ils voient tout ce qui se passe dessus. Leur rôle, c'est quoi ? C'est d'aller se servir dans le drive. Donc ils sont pas forcément en contact avec les créateurs de contenu, tu vois, c'est juste un drive où les gens déposent. Donc en gros, ils créent pas les vidéos. Ils vont aller piocher là-dedans. Leur rôle, c'est de les mettre sur la chaîne et bien évidemment de faire un bon SEO, ce que j'expliquais avant, de faire comprendre aux robots qu'est-ce que c'est que ce contenu. Et pour ça, ils vont s'inspirer une fois de plus. C'est bien, on a un peu fait tout le tour du spectre en fait là. Ils vont s'inspirer de ce qui fonctionne du coup en ce moment sur la plateforme. Donc leur rôle, c'est à la fois de faire de la veille sur ce qui marche et également de bien gérer les chaînes, tu vois. Et donc, un manager de chaîne, par exemple, il peut gérer 20-30 chaînes parfois, parce que vraiment, tu as toutes les vidéos qui sont déjà faites. Lui, il doit juste les publier. Alors, si c'est des chaînes où on publie une fois par mois, t'imagines bien que le travail est pas conséquent. Donc, il peut vraiment gérer beaucoup de chaînes, mais quand même, c'est un poste hyper important, parce que si la personne fait pas bien la chose, voilà. Et derrière, eux, ils sont rémunérés, ils ont un intéressement, en fait, ils sont rémunérés avec un pourcentage, donc ils ont quand même un intérêt à ce que la chaîne, elle marche bien, quoi. D'accord. Voilà un peu comment ça fonctionne. Après, des fois, ils me font remonter des informations. Typiquement, tiens, on a repéré ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On lance pas. La production et donc par la suite la chaîne. C'est beaucoup d'arbitrage. En fait, c'est un business, on ne dirait pas. On imagine qu'il faut être un créatif. Alors, oui, si tu fais du YouTube où tu te montres, etc., sûrement plus. Mais nous, YouTube tel qu'on le fait, très peu de créativité en fait. C'est surtout être capable de regarder ce qui fonctionne, de voir si on peut le faire, et après c'est beaucoup organisation et arbitrage. Un business où il faut souvent prendre des décisions, et tu te dis je vais à gauche ou à droite. Et en fait, si tu choisis mauvaise décision, du coup ça marche pas, quoi. Il faut vraiment, et c'est pour ça que l'accompagnement, encore une fois, je t'aide à prendre les bonnes décisions, quoi. Ok. Et une chaîne moyenne, tu vois, ni la plus performante ni la moins performante, ça rapporte dans quel ordre d'idée de chiffre d'affaires YouTube ? Pareil, le spectre, il est hyper large. Tu peux avoir des chaînes qui vont faire, tu sais, des chaînes qu'on s'occupe vraiment plus du tout, qui vont faire 200 € par mois. Tu sais, elles sont là, elles tournent. Donc c'est petit, tu vois. Mais quand tu commences à répliquer, ce qui est super dans ce business, c'est que tu peux répliquer facilement, tu vois. C'est un peu la stratégie Coca-Cola, tu vois. C'est-à-dire, tu préfères boire Coca-Cola ou Fanta.
les deux appartiennent à Coca-Cola Company, tu vois. Ça change rien pour eux, en tout cas. Et du coup, là, c'est la même histoire. C'est-à-dire que quand tu as trouvé une thématique qui marche bien, les gens s'imaginent, chouette, j'ai lancé ma chaîne, elle marche, maintenant, faut que je reparte à zéro, faut que je retrouve une thématique, que je sois capable de faire le contenu de ça. Bah, pas du tout. Pourquoi tu ferais pas une deuxième chaîne, en fait, tu vois? Tu viendrais t'auto-concurrencer comme le fait Coca-Cola. Tu vois, quand ils ont eu des bons résultats dans les boissons gazeuses, ils se sont pas dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent, bah non, on fait d'autres boissons gazeuses, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Alors, tu peux faire ça, tu peux aussi, tu as des leviers pour traduire ton contenu, hyper puissant, tu lances une autre chaîne, tu traduis ton contenu, pas très compliqué en soi, surtout maintenant avec les outils d'IA en plus. Et puis après, oui, tu peux partir aussi dans d'autres thématiques. Donc tout ça pour te dire, ouais, tu as des chaînes qui vont fonctionner très peu, mais tu es là, tu t'en occupes plus. Après, tu as des chaînes aussi qui peuvent partir en flèche très vite, si vraiment tu fais le bon contenu au bon moment, au moment où l'algorithme pousse ça, tu peux avoir des résultats très beaux. Ben justement, c'est pour ça, je pourrais t'en raconter plein des choses, mais je trouve que c'est encore mieux sur la partie résultat, quand ça va être, parce que j'ai lancé une chaîne, donc tu connais aussi, je pense, une chaîne de podcast, où cette fois-ci, ce sont les personnes que j'accompagne qui partagent leurs résultats à travers des interviews, et des podcasts qui peuvent durer, comme ici en fait, un podcast ça peut durer 45 minutes, 1 heure, etc. Et là je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi encore une fois, ce que je dis c'est bien, mais vérifiez tout. Sur internet, il faut tout vérifier presque, tu vois. Et donc là, quand tu as une personne qui te dit moi, il y a encore 6 mois, je faisais telle activité, comme ci, comme ça, je me suis lancé sur YouTube, aujourd'hui je fais tant de revenus, mais il sort son téléphone, il te montre, etc. Tu vois. Je trouve ça a encore plus de valeur quand c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, et en plus de ça, sur un interview de 40 minutes, tu vois. Donc, pas mal de beaux résultats. Maintenant, cette chaîne de podcast, où de base, c'était moi qui parlais de diverses choses, je parlais même de l'Andorre, ça intéressait pas mal les gens, maintenant, ça devient un petit peu une chaîne où on accueille de plus en plus des élèves qui viennent partager leurs résultats, et je trouve que ça, c'est top, quoi. Trop bien. Trop bien. Et t'as, comment dire ça? Une chaîne, donc elle est globalement assez automatisée, mais il y a quand même du boulot derrière, on l'a vu, la création, tout ça. Ouais. Tu dirais que tes élèves, encore une fois, l'élève moyen, je sais que c'est dur de faire des moyennes, mais on parle de combien de temps de boulot pour gérer une chaîne? Alors moi, j'ai quand même une promesse que j'ai revue plusieurs fois, qui maintenant, j'adore parce que je suis totalement en accord avec ça. La promesse, en fait, c'est que j'accompagne les personnes jusqu'à faire 100 € par jour. Ça, c'est la promesse. Okay. Donc, en gros, je m'engage à ça. Et donc, avec un support 7 jours sur 7, où je vais répondre à tout le monde. Alors, pareil, les gens ils vont se dire, mais comment il fait pour répondre à tout le monde? En vérité, comme j'ai dit, j'apprends aux gens à pêcher. Alors, c'est pas une formation sur la pêche, mais je pense que tout le monde a compris. De quoi il me parle? Mais en gros, dans cette démarche-là, les gens viennent me voir quand ils ont un blocage, une question, quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Je débloque la situation et c'est reparti. Et donc, les gens ne viennent pas me voir tous les jours avec le même blocage. Tu vois, Donc, en fait, ils reviennent quand il y a une nouvelle problématique, une nouvelle situation inédite, etc. etc. Le but, c'est quand même qu'ils soient de plus en plus autonomes. Et donc, là-dessus, c'est vrai que c'est le meilleur moyen, je trouve, de faire. Sinon, clairement, impossible d'accompagner des gens qui vont avoir besoin de toi tous les jours, quoi, tu vois. Et donc, vis-à-vis de ça, la promesse, c'est une chose. Et derrière, en effet, en combien de temps on arrive à ça? Encore une fois, c'est très large. Tu as des gens qui rejoignent l'accompagnement, eux, ils veulent juste générer une source complémentaire de revenus. Ils disent, tiens, tu vois, aujourd'hui, ma situation, elle est pas mal, mais si en travaillant 1h30 par jour en plus, tous les jours, tu vois, c'est comme le sport, tu vois, c'est important d'y aller régulièrement et pas juste une fois par mois où tu y vas 7 heures. Ça sert à rien, tu vois, il faut y aller régulièrement, plusieurs fois par semaine, c'est l'idéal, tout ça. Et donc, en gros, tu as ces personnes-là qui sont prêtes à y mettre un petit peu de temps et à générer des revenus en plus. Alors, t'en as que pour qui ça va être, si j'arrive à faire 1 000 € en plus, pour moi, ça me change carrément ma vie, je pourrais faire plus de sorties, faire plus profiter ma famille, c'est super. T'as des gens qui, eux, ils vont peut-être vouloir se mettre à mi-temps avec leur travail et à côté faire du YouTube. Je rappelle, YouTube, c'est quand même un business où tu peux faire beaucoup d'argent, t'es chez toi en pantoufles, au chaud, etc. Enfin, quand même tu peux même écouter la musique, des fois, selon les tâches à faire, tu peux le faire en musique de ton côté. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais vu un business aussi bien. Je pourrais presque comparer ça, je sais pas moi, à des gens qui font du trading, des trucs comme ça. Mais ça, c'est des business où déjà il faut de l'argent pour démarrer, et surtout tu vas risquer ton capital. Tu vois, pour le trading, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Et tu peux faire une journée à 500, puis une journée à moins 2000 aussi, quoi. YouTube, dis-toi bien que c'est soit tu gagnes, soit ça marche pas. Il n'y a pas de scénario où tu perds, en fait. Tu vois, il n'y a pas un scénario où tu dis « Oh punaise, là j'ai fait moins 3000 balles aujourd'hui sur YouTube ». Ça n'existe pas. Le pire du pire du pire, c'est ça met du temps à prendre, et tout de suite,
ça fonctionne pas, mais tu ne perds pas, tu vois. Donc c'est quand même hyper puissant. Même quelqu'un qui lance un restaurant, il achète le fonds de commerce, le machin, le matériel, il démarre, il est déjà en négatif, quoi, tu vois, ne serait qu'avec les salaires, tout ça. Enfin bref. Donc du coup, tu as ces personnes-là qui veulent juste un peu de revenus, celles qui veulent faire un peu plus que ça et donc peut-être remplacer partiellement leur activité. Tu as ceux qui veulent vraiment stopper leur job et même des fois c'est marrant, moi je découvre un peu tout ça aussi, tu as des personnes, ils sont fonctionnaires. Ils me disent ouais je suis fonctionnaire mais là j'en veux plus, je veux faire autre chose. Je dis putain c'est quand même bien fonctionnaire, tu sais, tu as la sécurité de l'emploi et tout ça. Il me dit ouais merci mais avec 2000 € par mois, moi je veux plus, tu vois. Donc tu as des gens voilà, qui veulent plus et tu as vraiment ceux où eux ils veulent aller chercher le maximum du maximum. C'est un peu l'idée que j'avais aussi, tu vois, et c'est comme ça que j'ai fait le truc pour avoir plein de chaînes, parce qu'encore une fois, c'est hyper réplicable. Je dirais que les seuls plafonds que tu vas rencontrer, c'est ta capacité à t'organiser. C'est pour ça que je disais que l'organisation est hyper importante, et vraiment la délégation, c'est top. Alors nous, dès le début, tu l'as compris, on était 3, mais c'est vrai que déléguer... En fait, c'est ce qui va te permettre de transformer tes journées de 24 heures en journées de 48 heures, de 100 heures, de 200 heures. En fait, avec d'autres personnes, vous allez abattre le travail que toi, il t'aurait fallu peut-être 15 jours pour faire. Là, en une journée, c'est fait parce que vous êtes beaucoup. Et il y a des très bons moyens. Bien sûr, j'explique ça aussi comment déléguer, même si pour moi, il faut le faire dans un second temps. Mais donc, en vérité, là, on a un très très bon élève qui a eu Jim, tu vois, qui du coup a fait un podcast aussi. Alors, je peux pas dire que c'est la norme. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde ne fait pas ça. Mais lui, ça a été très rapide, monétisé en 3 semaines. Donc pour être monétisé, il faut avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Donc il a fait ça en 3 semaines. Et ensuite, là, au bout de 2 mois, il a fait son premier mois à 10 000 $. Mais encore une fois, c'est pas la norme. Je pourrais dire que c'est la norme, mais c'est pas vrai. Tu as des personnes, ça va prendre plus de temps, et c'est pas mal. Parce qu'en vérité, tu as des thématiques où ça met plus de temps à s'imposer, mais derrière, c'est aussi beaucoup plus solide. Donc si tu as une vidéo, elle met plus de temps à percer, mais derrière, elle fait après des revenus sur des mois, des années, c'est bien aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. Moi, en tout cas, voilà, c'est arriver jusqu'à 100 € par jour, ce qui fait quand même 3000 € par mois. Je serai là, présent, et je répondrai à toutes les questions. Et à chaque fois, on va prendre les bonnes directions pour aller par là-bas. Il y a des gens qui vont y arriver en quelques mois, 2 mois. Il y en a, ça sera 5, 6 mois. Voilà, encore une fois, selon le temps qu'on y met, le choix des thématiques aussi. Et puis je le redis, je viens de le dire, mais des fois, aller trop vite, faut quand même que derrière, ce soit solide et que ça tienne, quoi. Voilà. Ok. Et toi, ton entreprise à toi, d'un point de vue global, donc la partie, les chaînes que tu gères et la partie, l'accompagnement, c'est un chiffre d'affaires de quel ordre de grandeur? Alors, c'est vrai que ça aussi, tu feras jamais 2 mois pareil, et je pense qu'il y a beaucoup de business en ligne où ça va être comme ça. Pour enchaîner 2 mois à l'euro près, pareil, c'est juste pas possible. On le voit de toute façon sur les statistiques YouTube. Chaque fois que tu publies, ça fait un pic, etc., etc. Mais c'est vrai que en moyenne, encore une fois, tu as des années un peu meilleures que d'autres. On est autour des 100 000, si je dois donner un chiffre un peu symbolique. Alors, il y a un mois, ça sera peut-être 85, un mois, ça va être 125, tu vois, ça bouge. Mais c'est vrai qu'on fait à peu près 100 K par mois. Je parle exclusivement des chaînes YouTube. À côté, il y a de l'immobilier, il y a d'autres placements aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans la formation, étant donné que j'ai fait une formation comme moi, j'aurais aimé en avoir une, l'indépendance financière, la liberté, pour moi, tu l'obtiens le jour où vraiment c'est ton argent qui fait de l'argent. Tu vois, parce que YouTube, c'est bien. YouTube, ça permet de lever du gros cash, ça permet vraiment d'imprimer de l'argent, littéralement, mais tu travailles quand même, tu fais des choses. Donc même le jour où tu supervises, il y a des gens qui travaillent, il se passe quelque chose. Le jour où vraiment tu as de l'argent de côté et que tu te lèves un autre matin et juste cet argent a fabriqué plus d'argent, là on peut dire qu'il y a une certaine liberté. Et donc j'explique ça aussi dans la formation, ça sort du cadre de YouTube, totalement, ça n'a aucun rapport avec YouTube, mais c'est à la fin, c'est sous forme de bonus. Et je parle un peu d'immobilier, comment moi j'ai fait, les erreurs aussi, je vous disais que j'ai fait des erreurs. Et puis aujourd'hui, comment aussi on peut faire travailler un peu son épargne en allant chercher des beaux rendements, on est autour du 10%, même parfois un peu plus. Et tout ça en plus avec, alors pas tout, moi je montre vraiment, et quand je dis que je montre, c'est-à-dire je montre mes dashboards, on voit combien j'ai, ce qui se passe, tout ça, tu vois, donc encore une fois transparent, et comment on peut aller chercher du coup de la rentabilité sur des entreprises, parfois même françaises, tu vois, donc c'est toujours rassurant si t'es français de savoir que t'envoies pas ça sur un compte en Lituanie, quoi, tu vois. Donc c'est des entreprises françaises qui font...
En gros, tu as de la facturage, tu as du crowdlending, du crowdfunding, pas mal de choses comme ça où tu as un beau rendement quand même. Et puis pareil, hein, tu fais ça en parallèle, ça fait toujours plus d'argent. Tu sais, tu t'en occupes pas vraiment parce que c'est ça le principe, c'est que ce soit passif. Et puis derrière, bah, ça te génère des revenus. Et puis tu fais YouTube en parallèle. Enfin voilà. Ça, c'est un truc que j'ai voulu rajouter parce que on dit souvent que les riches s'enrichissent facilement après, une fois que tu as de l'argent et tout. Ben attention, parce que tu peux aussi perdre des sous quoi, quand tu gères mal ton argent. Donc quand on n'a pas, c'est plus difficile d'en perdre. Mais quand on a, bah, des fois tu peux faire des mauvais placements. Et donc voilà, moi ça m'est arrivé de perdre plusieurs, ouais, on peut même dire des centaines de milliers d'euros des fois, dans des choses où ça m'a servi de... J'ai appris, hein, forcément. Je ressors pas de là juste en mode j'ai perdu de l'argent, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. C'est des leçons, c'est des erreurs à pas refaire, mais forcément, voilà. Donc je me suis dit, tiens, autant mettre ça dans l'accompagnement. Alors tu te doutes bien qu'il y a des cases à cocher en mode je reconnais ceci, cela, Hervé n'est pas responsable. Moi, c'est juste du conseil, j'explique juste comment j'aurais aimé qu'on m'explique, quoi. Voilà. Et donc, ouais, pour recentraliser ta question, en effet, ouais, si je dois faire une moyenne sur les années passées et actuellement, autour des 100 cas par mois, exclusivement avec la publicité sur les vidéos des chaînes, du coup, YouTube sans visage, quoi. Trop bien, trop bien. Et tu parlais un peu plus tôt de certains formateurs qui gagnaient de l'argent en te vendant des formations ou des accompagnements sur comment gagner de l'argent et pas en appliquant eux-mêmes la méthode. Est-ce que c'est une critique qu'on aurait déjà pu te faire et comment tu t'en dépatouilles un peu de ça? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, il y a différentes approches, tu vois. Tu as la personne qui va venir, qui va te poser une question que j'aurais pu moi-même poser à une époque à quelqu'un qui fait une formation, et je comprends totalement. Puis tu as ceux qui arrivent directement en mode « Ouais, tout est faux, tes trophées, c'est des faux, tes voitures, c'est des locations. » Enfin, bon, voilà. Donc, pour ça, justement, encore une fois, c'est des personnes... En fait, c'est dommage, parce que il y a peut-être des gens chez qui il y a du faux, et je pense que c'est bien en effet de le soulever, ce point-là, tu vois, mais quelqu'un qui se renseigne un peu, qui feuillete mon Instagram, qui parcourt mon Instagram, mon Instagram, tu vois, je trouve il a une certaine valeur, parce que cet Instagram, ce compte personnel que j'ai, il a 8 ans maintenant, et j'ai lancé ça, du coup, bien avant mon accompagnement, tu vois, à une époque où je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de faire quelques stories, j'ai fait des petits voyages, j'ai été en Égypte, je montrais les statistiques des chaînes, des petites choses comme ça, tu vois, je montrais mes trophées, justement, quand je les avais reçus, tout ça. Tu vois, par exemple, ceux qui sont avec la vitre, là, ceux-là, c'est les anciens trophées des 100 000, ils n'existent plus depuis 2017, YouTube ne les donne plus. Maintenant, ils donnent les plaques comme ça pour les 100 000, tu vois. Et du coup, c'est des choses un peu collector, tu vois. Et donc, il y a des photos, en effet, qui datent de 2016-2017 sur mon Instagram, où c'est que je montre les différents trophées que je reçois. Donc, ça veut dire que le mec, en 2016, il montrait déjà des trophées parce qu'il avait l'ambition, en 2023, de peut-être sortir une formation. Le mec a préparé son coup sur 6 ans, quoi. T'es machiavélique. C'est ça, exactement. Ça fait une décennie que je prépare ça. Non, mais voilà. Et puis, pareil, sur les voitures, tu vois, là, justement, c'est intéressant. Demain, je vais en récupérer une. J'ai fait changer 2 amortisseurs. 2 amortisseurs avant avec le système de lift sur une Lamborghini. Ça coûte très cher. Et tout ça, je vais le documenter dans les vlogs maintenant. C'est pour ça que j'ai aussi lancé la chaîne Vlog, où là, tu te retrouves plongé dans mon quotidien, entre vie de famille, gestion de mes chaînes, et puis gestion des membres de l'accompagnement. Tout ça, je le documente de manière à justement qu'on puisse pas me dire ça c'est faux, c'est la formation qui t'a fait gagner de l'argent aussi. Et ça, en fait, tu as différents niveaux. Tu as la personne qui croit à tout. Niveau 0. Mais c'est pas méchant, on peut être à n'importe quel niveau. Mais tu vois, t'as la personne qui croit à tout et qui lui va voir passer une pub, je sais pas quoi, devient riche en faisant des paris sportifs. Tu vois. Lui, il croit à tout. Donc lui, il y va, hop, il perd ses sous parce que voilà, c'est pas comme ça. Il va falloir forcément travailler, etc. Tu vois. T'as la personne qui s'est déjà fait avoir une fois. Alors lui, il croit plus à rien. Lui, typiquement, formation, personne qui t'explique un truc, c'est faux, c'est tous des escrocs, tous des arnaqueurs. D'accord. Et puis, tu as la personne au-dessus qui sait qu'il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme partout, tu vois. Donc, il faut se renseigner. Moi, les 2 formations que j'ai fait dans l'immobilier, je me doute bien que les gens, ils ont gagné de l'argent en vendant leur formation sur l'immobilier. Mais j'en étais hyper content. Ça m'a tout expliqué. Ce à quoi je dois faire attention, comment repérer une bonne affaire dans l'immobilier, la fiscalité. Très compliqué en immobilier, selon le statut, t'es à l'IS, t'es à l'IR, machin. Bref, ça m'a fait gagner un temps fou, j'en étais hyper content et je me sentais armé pour aller sur le marché de l'immo, tu vois. Donc, pour moi, il y a de tout, faut se dire qu'il y a de tout. Renseignez-vous bien sur la formation, sur le formateur, et puis forcément, les gens qui me disent ça, moi, aujourd'hui, je leur explique qu'en fait, est-ce que c'est mieux, moi qui fais ça depuis 10 ans, que je fasse un accompagnement, ou alors je le fais pas,
Et puis, c'est des personnes qui n'ont sûrement jamais fait ce business qui vont accompagner des personnes à faire un truc qu'ils n'ont jamais fait, tu vois. Voilà un petit peu la réponse que je donne. Après, encore une fois, pour moi, c'est aussi une question, pas de flemme dans le mauvais sens, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui ont juste pas envie de faire ça. Mais moi, j'aime bien faire des choses aussi. C'est-à-dire, les chaînes, de moins en moins, je m'en occupais. C'est vrai qu'arrivé en 2022-2021, plus grand chose à faire sur les chaînes. Donc, soit je faisais des tours du monde en boucle et je buvais des cocktails partout où je peux. Ou soit je me dis, tiens, je vais essayer de faire quelque chose qui me stimule un peu, tu vois. Là, organiser un événement en présentiel, c'est la première fois que je fais ça. En 2025, j'ai été invité, donc c'est pas exactement la même chose. Je me suis retrouvé conférencier à Lyon avec mon petit micro devant 150 personnes à expliquer mon business, tu vois. Et franchement, c'était une superbe expérience quand tu vois les gens qui sont là, qui prennent des notes, qui sont intéressés. Après, ils m'ont posé plein de questions, on a échangé. C'est super. Et du coup, encore une fois, pour montrer que tout ça est sérieux, je me dis, waouh, ça doit être trop bien d'organiser son propre événement. Alors, je me rends compte que c'est du travail, mais c'est pour ça aussi que j'ai des équipes maintenant qui m'aident là-dessus. Et franchement, toujours sortir de sa zone de confort. Tu vois, en vérité, qu'est-ce qui me pousse là à réserver une salle dans un hôtel, à voir avec un traiteur, à organiser tout ça? Pourquoi je le fais? J'en sais rien, parce que ça m'occupe, parce que c'est stimulant, parce que aussi je gagne beaucoup à ma manière de m'exprimer, parce que même ça faisait 10 ans que je faisais des vidéos, j'étais pas forcément à l'aise devant une caméra, tu vois, parce que je me montrais pas. Et donc là, après 2 ans à faire des tutoriels tous les dimanches, c'est vrai que j'ai une chaîne, là, comme on disait au début, qui marche bien sur cette activité, et tous les dimanches, sans faute, il y a une vidéo qui sort depuis 2 ans, quoi, tu vois. Et voilà, je m'impose ça, j'apporte de la valeur, je rencontre des gens, c'est aussi une expérience humaine. Là, je te dis, des personnes qui étaient de Corse, ils sont venus en Andorre pour déjà voir l'Andorre, et puis on s'est vu, et ils m'ont ramené des colis, enfin, c'est super sympa. Et du coup, je me dis, là, il y a un élève de la formation qui est venu, qui s'est expatrié, et il y en a d'autres, c'est en cours, bon, pas tous en Andorre, mais lui, il est venu en Andorre. Tu dois voir de qui je parle, Alex. Et puis maintenant, c'est quelqu'un qui m'aide même dans ce projet. Alex, il y a un podcast entier sur lui. Donc, il vous racontera son parcours, qui est super. C'est quelqu'un qui a cherché des années quoi faire en ligne. Et du coup, il s'était formé sur plein de choses. Mais ça fonctionnait pas. Et puis, il a rejoint l'accompagnement. Il a eu des très bons résultats. Et puis après, il a eu un échange de bons procédés dans le sens où il m'a aidé à améliorer cet accompagnement. Et donc maintenant, il est avec moi sur certaines tâches vis-à-vis de ce projet aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est des gens. Alex, on va au sport ensemble. C'est lui qui m'a mis au sport. Donc maintenant, je vais au sport. J'y étais ce matin, 3 fois par semaine. Parce que je ne vais pas rentrer en détail, mais il a une santé un peu fragile qui fait que lui, il doit vraiment aller au sport régulièrement. Et puis du coup, moi qui n'avais vraiment rien, salle de muscu, j'y avais jamais été. Je faisais un peu du paddle et du squash. D'ailleurs, j'avais même réussi à me blesser au genou. J'ai eu une opération et tout, tellement que j'étais pas musclé, hein. YouTube business, c'est pas une activité qui va vous rendre costaud, attention. Mais voilà, vous êtes toujours sur un ordinateur. Après, moi, je trouve que c'est des avantages aujourd'hui. Mais c'est vrai que sa santé, c'est important. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je mets autant l'accent là-dessus, tu vois. Et donc, t'apprends. En fait, c'est le parfait exemple, c'est tu apprends beaucoup plus vite auprès de personnes qui ont déjà des connaissances. Et je te dis, aller dans une salle de sport, ça me branchait pas du tout. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui dit, viens, je vais te montrer les exos, comment on les fait, qu'est-ce que c'est un vrai cycle à respecter, etc. Maintenant, j'y vais 3 fois par semaine depuis le mois de mai, tu vois. Donc là, on est en novembre. Et puis, je commence à voir aussi une évolution au niveau des bras, des pecs, du physique, quoi. Ouais. Et donc, c'est amusant presque, tu vois. Donc, franchement, il y a le côté santé, il y a le côté un petit peu physique qui joue. Et puis même, c'est presque un luxe de se dire, tiens, je peux faire ça, je peux me permettre de faire ça et tout, 3 fois par semaine. Donc voilà, tout ça n'aurait pas existé si, en 2023, je m'étais pas dit, si je lance une formation. Les 10 personnes qui sont dans le projet aujourd'hui, qui pour certains vivent vraiment de YouTube Business, de cet accompagnement, je parle pas des élèves, je parle des gens qui sont dans mes équipes, etc. Eux, c'est pareil, je sais pas ce qu'ils feraient s'il n'y avait pas ce projet. Enfin voilà, tout ça pour dire, je suis très content de l'avoir fait. Je pense que si j'avais eu un peu plus la flemme, je l'aurais peut-être pas fait. On pourrait très bien rester à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne et tout. Mais je me dis, pourquoi pas faire plus, tu vois? Pourquoi pas sortir de sa zone de confort, faire plus, et puis on va voir jusqu'où ça va, quoi. Enfin, voilà. Trop bien. J'aime bien terminer les échanges avec 5 réponses flash. C'est un nom suggéré par ChatGPT. Donc, c'est des questions-réponses sur des thématiques dont on a parlé ou des questions que j'avais envie de te poser. Okay. L'idée, c'est d'y répondre. Je sais, des fois, il y a des oui ou non, des fois, c'est juste des phrases. Enfin, c'est d'y répondre vite, quoi. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, quelle est la chose la plus anti-instagrammable dans ta vie d'entrepreneur que personne ne voit? Oh non, mais c'est hyper compliqué. En plus, je suis mauvais pour répondre chaud comme ça. Anti-instagrammable.
Anti-Insta. Justement, j'essaie d'être très transparent, donc je montre beaucoup de choses. Anti-Instagrammable. Ou une chose que tu montres pas, mais qui fait partie du business. Une chose quand que même, je mais montre pas à la limite. Alors, partie du business, je sais pas, mais c'est bon. Ma fille, tu vois, j'ai une petite fille qui a 3 ans, bientôt 4. Et en gros, je la montre, mais de dos, pour montrer qu'elle existe quand même. Mais voilà, je me dis que, elle a rien à faire sur les réseaux. Je préfère la laisser tranquille vis-à-vis de ça. Je pourrais dire ça à la limite. C'est bien. Bonne réponse pour protéger les enfants. Alors, deuxième question. Tu dois choisir IA ou équipe humaine. Tu gardes quoi en priorité pour ton business? Non, mais c'est des dilemmes à chaque fois. C'est les deux, en fait, la bonne réponse. Mais non, pour moi, l'IA toute seule, il faut superviser. Sinon, tu as toujours du déchet, tu as toujours du tri à faire. Donc, si vraiment demain, c'est 100% IA, 100% humain, je prendrais quand même les humains, même si on va se priver de plein de belles choses avec l'IA. Mais 100% IA, ça partirait un peu dans tous les sens, je pense. Faut qu'il y ait de l'humain derrière, tu vois. Ok. Quelle est la plus grosse idée reçue sur l'expatriation que tu aimerais démonter en une phrase? Une phrase. L'expatriation... Ou le gros cliché que les gens ils ont, quoi, sur l'expatriation. Ouais, ça pourrait être, je pense, la première chose, quand tu dis expat, aujourd'hui, c'est forcément impôt, tu vois. Ouais. Et ça, tu vois, je suis pas totalement d'accord, parce que si je cherchais absolument à pas payer d'impôts, j'aurais peut-être pas acheté des immeubles en France, pour le coup, tu vois. Parce que là, faut bien savoir qu'un bien immobilier, il est imposé là où il est. Ils sont malins, les gars. Tu vois, c'est pas là où t'es toi, c'est là où est le bien. Et donc, par rapport à ça, on se fait un peu défoncer, tu vois. Il y a l'IS, autour de 20 et quelques %, flat tax, 30%, taxe foncière, toutes ces choses-là n'existent pas en Andorre. Hein. Andorre, taxe foncière, tu oublies, c'est 10%. Merci, au revoir. Donc, moi, je dirais en effet, aujourd'hui, le fait de s'expatrier, ça peut être à la fois bon pour profiter de certains avantages fiscaux, mais aussi, et de plus en plus, c'est ce que je vois aux alentours, les gens qui s'expatrient maintenant, les familles, aussi l'aspect sécurité qui rentre beaucoup en compte. Les gens qui veulent tout simplement ne pas être en panique quand il y a leur enfant qui est en ville, etc., en centre-ville. Et donc, je dirais, voilà, si je dois parler un peu pour moi à l'Andorre, parce que c'est ce que je connais, les gens s'expatrient aussi de plus en plus pour le cadre de vie. Voilà, je dirais de manière un peu générale, et non pas que la fiscalité, quoi. Ok, c'est bien. Est-ce que YouTube sera toujours une opportunité dans 10 ans, selon toi? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu m'aurais posé cette question il y a 10 ans. Je t'aurais dit, j'en sais rien, on va prendre un maximum tant qu'on peut. Aujourd'hui, je me rends quand même compte que YouTube est hyper solide. Ça a résisté à plein d'acteurs qui ont essayé de venir picorer ce marché. Tu vois, tu as eu TikTok, tout le monde s'est mis à la vidéo, en fait. Facebook, Snapchat, tout ça. Et en fait, YouTube est toujours là, mine de rien. Et en plus de ça, YouTube a réussi à avoir cette image un peu de contenu de qualité. Tu vois, par exemple, TikTok, on sait que ça abrutit tout le monde, etc. Aujourd'hui, si tu veux regarder... Non, mais tu vois, et même les YouTube Shorts aussi, tu vois, ils ont répondu en sortant les Shorts. Moi, je trouve les Shorts... Là, pour le coup, c'est vraiment du divertissement pur et dur. T'as 5 minutes, tu scrolles dans le métro, mais tu sais même pas ressortir 5 vidéos que t'as vues, tu vois. Alors que le vrai format qualitatif, on va dire, il est sur YouTube aujourd'hui. Donc honnêtement, YouTube, ça leur coûte tellement l'infrastructure qu'ils ont derrière, les serveurs pour héberger tout ça, et à titre gratuit, encore une fois. Pour venir concurrencer YouTube, va vraiment falloir être très très solide. Il y en a qui ont essayé plusieurs fois. Moi, je le voyais, parce que j'étais dans des groupes où on discutait aussi un petit peu. Et des fois, c'est des mecs un peu alarmistes. Oh, regardez, telle plateforme a fait telle levée de fonds. Ils vont venir détrôner YouTube. Ils essayent même de signer des YouTubeurs pour que, mais à base de millions, tu vois, pour que le YouTuber, en fait, publie d'abord sur cette plateforme avant que ça sorte sur sa chaîne YouTube, tu vois. Et en fait, ça a toujours été des échecs. Toujours. Donc pour moi, YouTube, c'est générationnel. Là, les petits qui arrivent grandissent devant YouTube, nos parents, nos grands-parents sont en train même pour certains de se mettre à YouTube. Non, le marché est grandissant et je pense que justement, c'est pas mal que tu aies dit 10 ans, parce que je pense que pendant encore une bonne décennie, il va y avoir encore une adoption. Tous les gens qui n'utilisent pas YouTube, soit parce qu'ils sont âgés, ils sont pas encore dessus, soit parce que certains ils sont pas encore nés, je pense qu'en fait ça va faire que augmenter, tu vois. Ok. Et dernière question. Si tu pouvais coller un post-it sur l'écran de tous ceux qui rêvent de reconversion, t'écrirais quoi dessus? Ah, ça va, j'ai déjà un peu la réponse. Je pense que je mettrais... c'est un peu ce que je dis plusieurs fois. Je n'ai pas entendu d'autres personnes le dire. Peut-être qu'un jour on me le piquera, ou peut-être que quelqu'un aura l'idée de le dire aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, la réussite, c'est motivation plus opportunité. Tu vois. Et vraiment, si tu n'as pas les deux, alors il y en a qui diront chance, mais ta chance, tu la provoques quand même un petit peu. Je veux dire, le mec qui a pas de chance, mais qui essaye, à un moment donné, ça passe. Tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment motivation,
opportunité. Par contre, il faut vraiment avoir les deux. Si tu n'as pas les deux, ça ne fonctionne pas. Sur mon parcours et les gens avec qui j'ai pu collaborer, j'ai vu plein de fois des gens qui avaient des opportunités mais énormes, et juste parce qu'ils avaient la flemme, parce qu'ils étaient peut-être pas sérieux, etc. etc. Je parle pas de l'accompagnement, je parle vraiment de YouTube, ce que j'ai fait. Des gens qui sont passés à côté d'opportunités tellement énormes parce qu'ils avaient la flemme. Et à l'inverse, des gens du coup qui étaient très motivés dans d'autres business, tu vois, vraiment très très motivés, mais ils ont jamais eu le bon truc à faire, quoi, tu vois. Des gens, tu sais, c'est un peu l'expression, ils ont de l'or dans les mains. Là, typiquement, on commence à travailler avec quelqu'un, une personne en plus du coup dans le projet YouTube Business. C'est le développeur qui a sorti l'extension, tu vois. C'est quelqu'un qui est hyper doué. Et cette personne, je ne vais pas trop en dire sur lui, mais il fait un travail actuellement, parce qu'il n'est pas à temps plein avec nous, mais on a vocation à ce qu'il le devienne, tu vois. Ça sous-exploite tellement son potentiel. Alors que le mec, il est chaud, quoi, tu vois. Et du coup, là, peut-être, il est très motivé, il n'avait pas l'opportunité, et peut-être que du coup, on va être cette opportunité qui fait que ça va l'amener à la réussite, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est ça. S'il y a un post-it où il faut écrire un truc, écrivez ça, parce que du coup, la motivation, ça peut venir que de toi, et l'opportunité, c'est vraiment savoir les repérer aussi, quoi, tu vois. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'affût, il va pas les voir passer, quoi. Ok. Et voilà. Trop bien. Je rappelle qu'une belle opportunité, c'est du coup YouTube Business. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Est-ce qu'il y avait un point que tu voulais rajouter et que j'ai oublié d'aborder ? Franchement, là, je vois pas trop. J'ai l'impression qu'on a un petit peu survolé tout ça. J'espère, je sais pas, ça a duré quoi ? 1h15, quelque chose comme ça. On en est à 1h25 là. Tu vois, le temps passe vite. Non, ça aura permis aux gens un petit peu de me découvrir. N'hésitez pas à vérifier tout. Encore une fois, c'est très important, je pense, dans notre époque. Surtout à l'époque de l'IA. Maintenant, les gens peuvent carrément créer tout et n'importe quoi. Donc, vérifiez bien. Et c'est pour ça que cet Instagram, il a de la valeur, parce que je postais dessus déjà en 2016-2017. Au moins, on peut pas me dire que c'est fait avec Nano Banana, mes images, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc, vérifiez bien tout. Renseignez-vous. Et puis, encore une fois, forcément, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai pas vu. En Andorre, j'en connais beaucoup des infopreneurs. Il y a plein de personnes qui font des business en ligne. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de YouTube, ils disent punaise, mais ça coche toutes les cases, quoi. Tu vois, vraiment, tu peux faire le truc dans ton coin si t'as pas envie de déléguer. Voilà, franchement, renseignez-vous sur ça. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation dans ce podcast. Avec plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Si quelqu'un veut te contacter ou te retrouver, il passe par où ? Ouais, on peut mettre dans la description peut-être les réseaux. Donc aujourd'hui, je le redis rapidement, mais j'ai donc 3 chaînes YouTube, une chaîne de tutoriels, je publie tous les dimanches dessus. C'est très bien pour découvrir déjà ce que c'est que ce business, c'est gratuit, c'est sur YouTube, donc allez-y, il y a beaucoup de valeur. La chaîne de podcast, où là du coup c'est des interviews avec les membres que j'ai accompagnés, leur parcours, leurs résultats. Et puis là, très récemment, a été lancée la chaîne de vlog, où là c'est un peu plus moi du coup qui partage mon quotidien. On voit ce que je fais dans mes journées, comment est-ce que je gère tout ça, la rencontre avec les membres, tout ça. Et puis aussi, il y a le petit compte Instagram, où là, c'est un peu mon CV, mon Instagram, je trouve, parce que vu qu'il est actif depuis 8 ans, c'est bien de voir aussi mon évolution. Et puis après, franchement, pour me contacter, vous trouverez, si vous cherchez un petit peu, dans toutes les descriptions de mes vidéos YouTube, il y a des liens. On pourra mettre aussi, si tu souhaites, un lien vers l'accompagnement en bas pour celles et ceux qui souhaitent voir à quoi ça ressemble. Pareil, une vidéo de présentation là-bas, quoi. Trop bien. Et je mettrai tout ça. Encore merci Hervé pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. Très bonne journée.